En fait, les Français ont déjà fait sécession de manière philosophique avec leur pays, mais ils habitent encore dedans. Et il n'y a pas de possibilité pour eux de le changer facilement. Si on regarde les sondages, ils sont majoritairement pour l'introduction d'outils de démocratie relativement directs, comme en Suisse, donc de voter régulièrement. Ils sont également pour l'introduction de la proportionnelle, où ils trouvent que le président a trop de pouvoir, si on regarde les sondages. C'est-à-dire que l'ensemble des institutions et leur philosophie ne correspond pas du tout à ce que veulent les Français, mais il n'y a pas de possibilité, de manière concrète, de faire sécession et d'exprimer un refus face à ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint, le dernier épisode de cette année 2022. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Yotzet, cofondateur du média Liberté, responsable de projet à l'Institut libéral en Suisse, et un bel exemple d'autodidacte des idées libérales, devenu lui-même entrepreneur de la liberté, entre guillemets. Parmi ces différents projets, aujourd'hui nous nous sommes plus spécifiquement intéressés à la publication de Passeport pour la liberté. C'est un livre collectif qu'il a dirigé et qui est original, vraiment très intéressant puisqu'il collecte un certain nombre d'initiatives libérales / libertariennes d'alternatives aux États modernes. Donc ça va être des villes privées, ça va être des pays qui ont fait sécession, ça va être toutes sortes d'initiatives qui ont essayé de libérer l'individu du poids de l'État, en particulier lorsque l'État en question refuse de laisser cette possibilité de lui-même. Eh bien, quels sont les moyens à la disposition de l'individu pour essayer de reconquérir sa liberté et, si possible, sans violence. Au-delà de l'apparence un peu marginale, un peu bizarre peut-être de ce type de projet, vous allez voir qu'il y a des leçons à retenir qui sont pas forcément anecdotiques, des résultats même qui ne sont pas nécessairement anecdotiques. Et puis qu'on y croit ou pas, de toute façon, à ce type de projet un peu utopique. J'ai beaucoup aimé la démarche d'aller s'y intéresser en détail, éventuellement de rencontrer les personnes qui ont mené ces projets-là. Au total, je pense que le livre trouve un bon équilibre entre une attitude d'admiration béate, inconditionnelle, et de l'autre côté, une attitude qui consisterait à se moquer, à balayer d'un revers de main absolument tous ces projets sans chercher à savoir ce qu'il y a derrière, ni qui il y a derrière. Je vous laisse donc découvrir cet entretien qui a été enregistré à Paris au mois de novembre 2022. Juste avant de lancer le générique, je vous rappelle que vous pouvez encore, jusqu'à la fin de l'année, transformer votre argent en projet, en défense de vos idées. Et pour ça vous prend 5 minutes et quelques euros. Il suffit de faire un don à l'association libéraux.org qui édite Contrepoint, qui produit le podcast Contrepoint, ainsi qu'un certain nombre d'autres projets. Pour faire un don, c'est très simple. Rendez-vous sur www.contrepoint avec un s.org et vous aurez un petit onglet qui s'appelle Aider Contrepoint. Merci beaucoup à ceux qui ont déjà donné et merci d'avance aux autres s'ils le font quand ils pourront le faire. Chaque don est important et très concrètement utilisé, donc merci à tous pour votre soutien, qu'il soit financier ou non. Quant à moi, je vous retrouve juste après l'épisode. Nicolas Yotzet, bonjour. Bonjour. Alors, tu es cofondateur du média Liberté, donc liber-THE, et responsable de projet à l'Institut libéral, qui est basé en Suisse. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui, d'abord parce qu'on fait un peu la même activité au sens où toi aussi tu fais du podcast et on donnera bien sûr tous les liens aux auditeurs pour aller voir ce que tu fais avec ton média. Et puis ça fait un moment qu'on parlait de faire une interview, donc de report en report, je suis content que ça se concrétise finalement dans les locaux de l'ALEPS, en l'occurrence à Paris, qu'on remercie au passage. Nicolas Yotzet, comment est-ce que tu en es arrivé aux idées libérales et d'abord quel âge as-tu et quelle a été ton évolution dans le milieu ? Alors j'ai 27 ans, tout a commencé chez moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout identifiée, qui n'est pas du tout politisée et qui n'est pas libérale. Mon père est agriculteur, ma mère a fait des études de théologie, donc le libéralisme n'était pas forcément une thématique à la maison de manière concrète, mais ils ont toujours vécu de manière très différente du reste de la société. Donc c'était un agriculteur bio quand on était petit, et quand on était petit c'était pas encore mainstream, c'était complètement marginal on va dire. Donc j'ai très vite compris comme enfant qu'on pouvait être différent et assumer cette différence et en faire une sorte de force. Et avec le temps, j'étais un adolescent très turbulent, donc mes parents à 15 ans en accord avec mes profs de l'époque. Pas comme ça, les auditeurs ne le voient pas, mais tu as l'air bien sage, etc. Je me suis calmé avec le temps, mais en accord avec mes profs de l'époque, ils se sont dit bon, cet enfant est plus ou moins intelligent, mais il est très énervant, donc faut qu'il aille travailler. Ouais. Et en Suisse, on a un système de formation duale, donc 2/3 des jeunes vont travailler à 15 ans, et donc moi j'ai commencé à travailler à 15 ans, et c'est là qu'est venu mon amour pour la liberté. Parce que je me suis rendu compte que j'avais un chef qui prenait des responsabilités, qui les assumait, et que la
relation avec mes collègues était très intéressante parce que certains râlaient beaucoup, faisaient moins, d'autres prenaient des responsabilités, avaient du plaisir. Et je me suis rendu compte à 15-16 ans, je viens d'une famille qui est bilingue, suisse-allemand et suisse-francophone, donc je parlais les deux langues et là c'était en suisse francophone et on avait beaucoup de séminaires à faire en langue allemande, donc j'ai pu prendre des responsabilités rapidement et je me suis rendu compte que ça me plaisait. Et je me suis donc posé la question, mais qu'est-ce qui fait que la responsabilité est une forme de vie intéressante et pourquoi est-ce qu'il faut l'encourager et quel genre d'institution y arrive? Et donc, très rapidement, je me suis plongé dans la littérature qui existait et je suis tombé un jour sur Frédéric Bastiat et dès ce jour-là, c'était une sorte de voyage d'amour qui s'est prolongé jusqu'à présent. Et ensuite, j'ai fait une grave erreur. En Suisse, on vote beaucoup et on fait beaucoup de politique et je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas intéressant d'aller en politique pour essayer de faire changer la Suisse? Un réflexe sain, a priori. Alors c'était un réflexe, mais il était illusoire parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas en politique qu'on change le monde et que la politique est très dépendante du statu quo, de l'état d'esprit du moment et de la majorité ou de la prochaine élection. Est-ce que c'était pas une excellente leçon justement de l'avoir vécu et justement de pas avoir pris un air dégoûté de la politique a priori sans forcément avoir essayé? Bien sûr. Alors, surtout si tu l'as fait jeune, là, je veux dire, si tu as déjà terminé ton passage en politique à 27 ans, j'ai envie de dire, tu as encore le temps, quoi. Évidemment. Alors, avec le recul, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris aussi pourquoi les échelons étaient différents, pourquoi est-ce qu'il fallait changer plutôt les idées dans un pays, et ensuite les institutions, puis à la fin, la politique s'adapte simplement aux institutions et à la culture. Donc, c'est une expérience qui m'a permis d'approfondir aussi ma pensée en lien avec la liberté et la manière dont on peut la faire changer. Donc je dirais que c'est pas forcément négatif et au passage on a réussi à atteindre certains succès quand même. On a par exemple lancé une initiative pour supprimer à l'époque la redevance radio-télévision en Suisse et le gouvernement et la majorité en place a eu peur et a baissé la redevance en prévision de la votation. Donc c'est-à-dire qu'à la fin on a perdu la votation mais on a réussi à atteindre la plus grande baisse d'impôts de tout le pays depuis 25 ans. C'est-à-dire que même si ça reste un exploit modeste, l'ensemble des ménages de Suisse payent maintenant moins de redevances grâce à nous. Donc c'est-à-dire qu'on arrive quand même à des victoires d'étape, mais si on veut réellement remettre la Suisse, par exemple, sur le chemin de la liberté, il faut plutôt changer la culture en général et aussi les institutions et ensuite la politique suivra. Et sur le spectre politique suisse, est-ce que tu avais fait le choix d'un parti, plutôt un parti de gouvernement dans lequel tu poussais des idées libérales, ou est-ce que c'était un parti étiqueté libéral en quelque sorte ? Alors c'est le parti fondateur de la Suisse, donc la Suisse à la base est plutôt un projet, donc la Suisse moderne au 19e siècle est une Suisse plutôt libérale, donc les institutions sont libérales et c'était le parti fondateur de la Suisse qui a encore aujourd'hui beaucoup de place dans le gouvernement et donc ça s'appelait le parti libéral radical, pas radical au sens d'un libéralisme radical, mais plutôt centriste. Comme les radicaux en France, le parti radical, le nom fait bizarre aujourd'hui aux jeunes générations, mais pourtant c'était des modérés finalement. Exactement, c'est la même chose en Suisse, donc je me suis engagé dans leur parti, tout simplement parce que c'est eux qui portaient le plus un discours de liberté, mais avant tout de la liberté économique et un peu moins de liberté politique. J'ai fait ça parce que tout d'abord, c'était le parti qui réellement était le plus libéral. Il n'y avait pas vraiment d'alternative qui l'était plus. Et parce qu'en Suisse, ça fait sens aussi de s'impliquer directement dans le processus et de s'investir là où on peut avoir un impact rapidement. Parce que je dis ça parce qu'en France, souvent, la question qui se pose pour celui qui veut aller en politique, promouvoir les idées libérales, c'est est-ce que je me mets dans un parti vraiment étiqueté libéral, auquel cas, en gros, j'ai aucune chance de gouverner et encore moins de gouverner seul, et même si je suis dans une hypothétique coalition, ce qui est pas trop notre tradition ici, j'aurai un poids très minoritaire. En gros, je servirai surtout à apporter les quelques voix qu'il faut aux mecs de droite, quoi. C'est souvent ça. Ou alors, à ce moment-là, j'assume directement d'aller dans le parti majoritaire de gouvernement qui est alors, en général entre la droite et la gauche, ils vont plutôt choisir la droite, mais en se disant bon, évidemment que je suis entouré de gens qui sont pas libéraux, mais si là-dedans je prends une importance, je peux pousser quelques petites idées libérales en net à la fin, c'est peut-être mieux. Donc c'est vrai que donc la situation est différente en Suisse où vous avez un parti le moins illibéral possible, on va dire. Exactement, et avec une jeunesse... qui était en capacité de faire passer des réformes, ne serait-ce que les votations. D'avoir un impact, effectivement. Parmi surtout les jeunes qui s'engagent dans le parti, il y a beaucoup qui ont lu Hayek ou Friedman et qui sont réellement libéraux de manière classique, donc plutôt ambitieuse si on compare ça avec d'autres pays. Après, avec le temps, évidemment, le libéralisme se fracasse toujours face aux intérêts des personnes et face à la volonté d'être réélu. Donc, avec le temps, les gens se centrisent peut-être. Donc, c'est aussi ça qui m'effraie. Concrètement, parce que tu nous as quand même décrit une petite victoire dans ton parcours en politique, mais qu'est-ce qui t'a fait partir ? Est-ce que c'était plutôt les gens ? Est-ce que c'était la manière dont ça fonctionnait
Alors moi j'avais très peur du Nicolas dans 10 ans. J'avais très peur de me détester dans le miroir, tout simplement parce que j'ai vu mes collègues qui ont été élus ensuite au Parlement à Berne et qui ont changé avec le temps, qui se sont adoucis et qui défendaient plus vraiment les idées qui étaient les leurs quand ils étaient jeunes. Et c'est tout simple, c'est quand tu es dans le milieu, quand tu rencontres régulièrement les mêmes journalistes ou les mêmes collègues, t'as pas toujours envie d'être celui qui a un avis divergent, celui qui a un avis qui est différent des autres et qui passe parfois pour le méchant, etc. Donc c'est-à-dire que la défense de la liberté est pas tellement compatible avec un parcours de professionnel de la politique ou en tout cas de personnes qui s'engagent beaucoup. Et c'était un peu la croisée des chemins. Soit je le faisais maintenant et je continuais et du coup ça m'engageait quasiment pour le restant de ma vie, même si en Suisse les politiciens ont encore en partie des mandats à côté, donc ont une vie privée et dans le professionnel et pas seulement sur le plan politique. Mais donc disons que c'était un risque. Soit je faisais ça toute ma vie et j'avais absolument pas envie de faire ça. Aussi la perspective de faire des lois et de régenter la vie des autres tout au long de mon parcours m'horripilait plus qu'autre chose. On perd la connexion avec le réel de toute façon. C'est que même avec des bonnes intentions au départ, si ensuite tu baignes dans la politique et que tu traînes qu'avec des journalistes, des politiques et des responsables de corporations et trucs comme ça, je trouve que ça fait perdre la vision du terrain, ne serait-ce que ça. Absolument. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer parmi les personnalités que j'aimais bien quand j'ai commencé la politique il y a 5 ou 6 ans et qui ont pas dérivé, c'est un terme qui serait peut-être outrancier, mais qui ont changé ou qui ont évolué vers une position plus centriste et beaucoup moins libérale. Et disons que ça me motivait pas du tout et que tous les autres projets, notamment de plutôt m'impliquer en début de parcours des idées, donc d'organiser des conférences, d'écrire des livres, d'interroger des gens qui s'intéressent à la liberté, me paraissait beaucoup plus stimulant intellectuellement et c'est l'endroit aussi où je me sentais le plus utile et le plus à l'aise. D'accord, donc vraiment tu as suivi ton instinct là-dessus. En tout cas, moi ce que je retiens d'intéressant dans ton parcours, c'est que tu as, si on regarde ce que tu fais aujourd'hui, justement tu t'intéresses beaucoup aux idées, tu interviews des gens, etc. Mais au départ, ton libéralisme venait plus des tripes, quoi. C'est t'as constaté en fait les vertus de la responsabilité, de la liberté, de l'initiative, avant de t'en intéresser à la théorie, alors que la plupart des gens que je connais ont souvent fait l'inverse. Exactement, et je pense que ça vient même d'encore plus profond, quasiment de ma jeunesse, de mon enfance, de comprendre que le jardin privé des gens était important et que c'était avant tout ça le libéralisme, c'était de laisser les individus se comporter de manière divergente dans une société, peut-être de manière marginale, parfois de manière même absurde, mais qu'on doit tolérer ça et que chacun puisse un peu chercher son chemin pour arriver à un résultat qui au final doit être assumé aussi après par la personne. Donc on a le droit de vivre un peu différemment, mais il faut l'assumer. Et donc je pense que ça vient de là, et à 15, 16, 17 ans, j'ai essayé de théoriser ce que je vivais, ce que je comprenais, et c'est de là qu'est parti. Oui, à partir de là, tu pouvais plus en revenir de toute façon. Ah oui, on en revient rarement. On était sur l'autoroute de la liberté. J'en ai connu exceptionnellement. Parce qu'avant, je disais souvent, on connaît des tas de gens qui ont été de gauche puis qui sont devenus libéraux, etc. Et on connaît pas l'inverse. En réalité, j'ai parfois constaté l'inverse, mais beaucoup plus rarement, on va dire. Donc voilà. Ça, c'était pour l'anecdote. Ensuite, une fois que tu as fait ce passage en politique, c'est la fondation du média Liberté ? Alors ça a accompagné le mouvement, on a fait ça avec 2 collègues on s'est rencontrés aussi à la base en politique, mais on avait une sorte de frustration, c'était les idées qui nous intéressaient et pas tellement le débat d'actualité. Et donc on s'est posé la question comment est-ce qu'on pouvait faire profiter des autres, des lectures qu'on avait eues ou des gens qu'on rencontrait. Et donc c'est pour ça que le Média Liberté a été créé en début d'année 2020 et avec le temps c'est devenu de plus en plus évident que c'est ça qu'on appréciait et que le reste nous embêtait beaucoup. Et l'espèce de focalisation sur le très court terme qui en politique était non seulement frustrante mais aussi abrutissante avec le temps, parce que si tu es focalisé sur la prochaine réforme ou la polémique du moment, ça te laisse moins de temps pour lire un livre d'Hayek, ça te laisse moins de temps de lire un livre sur le Liberland ou autre, et donc ça fait qu'avec le temps, la scission est devenue quasiment naturelle et qu'à la fin, on a pu partir de manière tout à fait naturelle, je dirais. Et est-ce que tout de suite ça a été conçu comme un média global, ou au départ est-ce que c'était vraiment un podcast mais qui ensuite s'est élargi à de la vidéo, des textes sur le site, maintenant l'édition de livres sous le label Liberté en quelque sorte? On a commencé par un podcast parce qu'on trouvait qu'à l'époque il n'y avait pas de voix de la liberté, donc il y avait des sites qui en parlaient, il y avait des vidéos éventuellement sur YouTube, mais il n'y avait pas de podcast qui expliquait pendant 30-40 minutes pourquoi est-ce qu'une idée était libérale et pourquoi est-ce qu'elle pourrait être intéressante pour le grand public. Donc l'idée dès le départ c'était de réveiller le ou la libérale qui sommeille un peu en chacun en prenant différentes thématiques. Donc certains sont libéraux sur des thèmes politiques, d'autres sur des thématiques économiques ou sur des thèmes juridiques. Donc c'est-à-dire qu'on a pris cette option au début parce qu'on n'avait pas identifié de voie de la liberté comme il y en a en anglais par exemple. Donc on avait du plaisir à faire ça en prenant une thématique, par exemple est-ce que l'écologie ça peut être libéral, est-ce que chacun a le droit de disposer de son propre corps ou pas, etc. Donc on s'est posé ces questions avec toujours en essayant d'exprimer les nuances aussi au sein de la famille libérale, parce qu'il y a autant de libéraux que de personnalités qui s'y intéressent. Et donc c'était aussi un peu ça, de vulgariser pour les gens qui commençaient à s'y intéresser ou qui pouvaient s'y intéresser. Et avec le temps, on s'est rendu compte que tout simplement un podcast ça plaisait à certains, mais que d'autres
parfois plus âgés, préféraient du format écrit. Donc on a fait des récits de la liberté en s'intéressant à une thématique, comme dans le livre maintenant, par exemple sur les alternatives aux États modernes. Et de plus en plus, avec le temps, on s'est rendu compte que quand on mettait en avant nos podcasts par des courtes vidéos, c'était des formats qui marchaient très bien. Donc on s'est dit qu'on pouvait directement basculer vers un format vidéo plus long, qui est également joli, chaleureux, qui permet aux gens de vivre chaque semaine avec nous un rendez-vous avec la liberté, avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à ça. Donc ça a été lancé quand exactement? Parce que dans mon souvenir, on a lancé notre podcast à peu près en même temps, puisque je me souviens qu'on s'était consulté justement, on s'avait échangé quelques conseils techniques à l'époque, et donc ça a été lancé... C'était début 2020, c'est devenu sérieux. D'accord, parce que moi je crois que j'ai dû sortir le premier peut-être à l'été 2019, donc j'imagine voilà en fait au moment où tu cherchais s'il existait des podcasts, bon je me rassure en disant on n'existait pas encore. Non alors exactement, c'est très complémentaire, mais disons que cet aspect podcast qui parle de liberté en longueur manquait à l'époque, donc maintenant il y a une pléthore d'offres, c'est très bien. Oui, parce que je sais pas s'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit, moi j'ai noté l'existence de Liberté Académique, qui est un podcast d'obédience plutôt libérale. Il y a eu pendant une période Les Contrariantes avec Peggy Sastre et Laetitia Strauss-Bonnard, qui était aussi, je pense, d'obédience libérale, on peut le dire, à mon avis. Voilà, mais c'est vrai que de toute façon, je crois pas mal à la complémentarité, le fait que chacun trouve un peu aussi le format qui lui convient, parce que je comprends tout à fait, par exemple, que certains préfèrent des formats très longs, d'autres des formats très courts, d'autres des trucs un peu intermédiaires, comme nous on essaie de faire à Contrepoint, où généralement je vise à peu près 1 heure. Bon, mais je pense que c'est on peut pas, il faut plusieurs acteurs en tout cas pour avoir une diversité d'offres. Oui, c'est plutôt on se réjouit qu'il y ait beaucoup de gens qui s'y intéressent plutôt que l'absence qu'il y avait oui, auparavant. Bien sûr, c'est ça. D'accord, donc ça c'est le média Liberté. En ce qui concerne le think tank qui s'appelle Institut Libéral, comment s'est passée ton arrivée dans cette institution et qu'est-ce que tu y fais aujourd'hui? En quoi c'est complémentaire de ce que tu fais à Liberté? Alors, je connaissais l'ancien chef de l'Institut qui s'appelle Pierre Bessard. On avait organisé des conférences avec lui, toujours dans le cadre de la politique à l'époque. Et Pierre Bessard a souhaité se retirer il y a 2 ans maintenant et m'a confié la responsabilité pour toute la Suisse francophone. Et le directeur actuel est l'ancien chef de la campagne pour supprimer la redevance radio-télévision. Donc, c'est-à-dire que le monde est petit et on se retrouve. Et la Suisse est petite. Exactement. Et même les différentes régions linguistiques. Et ça aide toujours. Les Suisses allemands aiment bien les Suisses romands qui parlent leur langue. Comme ça, ils peuvent avoir une sorte de proximité quand même amicale et intellectuelle. Et à l'Institut libéral, on s'intéresse du coup beaucoup à la théorie et beaucoup moins à la pratique. Donc, on s'intéresse aux idées de fond. On essaie de développer des conférences ou des livres sur des thématiques de fond en lien avec la liberté. Donc, ça me permet aussi de rassasier cette volonté de prendre du recul, de prendre du temps pour s'intéresser à une thématique, d'organiser une journée entière sur un thème plutôt que de simplement réagir à l'actualité du moment en quelques minutes de manière un peu frustrante. Donc, c'est-à-dire que c'est principalement ça. Chaque année, on sort un livre papier. Le livre de cette année va sortir dans quelques semaines. Il est sur la tolérance. Est-ce qu'il faut tolérer l'intolérance? Donc, la grande avec une notable contribution d'un certain Pierre Schweitzer, je crois. Exactement, notamment. Et donc, on se pose la question, quelles sont les règles qui sont possibles pour éviter qu'une société tolérante se fasse gangréner par les intolérants tout en restant intolérante. Donc, c'est un peu un dilemme, un paradoxe difficile à résoudre. Et différents auteurs s'intéressent à la thématique en fonction d'un thème qui leur plaît. D'accord. Aujourd'hui, je souhaitais parler un peu plus spécialement du livre que tu as récemment dirigé, qui s'appelle Passeport pour la liberté. Je l'ai sous les yeux, évidemment, on mettra tous les liens qui vont bien en description pour nos auditeurs. Et le sous-titre, c'est Partez à la découverte des alternatives aux États modernes. Est-ce que tu peux nous raconter quand même la genèse de ce livre? Pourquoi tu t'es retrouvé à diriger ça? Et concrètement, est-ce que c'est édité par Liberté ou est-ce que c'est un autre éditeur? Oui, alors c'est l'aventure éditoriale de Liberté. Donc on s'est rendu compte de la difficulté aussi d'éditer un livre avec les différentes étapes, de discuter avec un imprimeur. Tout a débuté, c'était durant le confinement, en regardant une série sur Netflix. C'est-à-dire que Netflix peut mener à la créativité. Netflix a sorti un film sur l'île de la Rose. L'île de la Rose, c'est un projet lancé par un ingénieur italien en mai 68, donc c'est-à-dire à une époque de révolution aussi culturelle et de mœurs dans toute l'Europe. Il s'est mis en tête, à la base c'était un ingénieur qui sortait de l'école et qui voulait fonder, je crois, un restaurant ou un bar sur les plages de Rimini, qui est un endroit très touristique en Italie, et s'est rendu compte que l'administration et même la pénibilité de l'État face à lui était tellement énorme qu'il voulait pas vivre dans cet état-là, et du coup il s'est posé la question, mais comment est-ce que je peux développer une manière de vivre qui correspond à mes valeurs? Et donc très rapidement, vu qu'il était ingénieur et qu'il était un peu fou, il s'est mis en tête qu'il pouvait créer lui-même un propre pays, mais sur l'océan.
Et donc, il a commencé à réfléchir, à s'intéresser à la thématique, et il s'est rendu compte que les eaux internationales, donc l'eau où l'Italie avait plus de souveraineté, était finalement pas si loin du rivage. Donc, il s'est déplacé à je sais plus combien de kilomètres, mais il a commencé à créer lui-même une plateforme sur l'océan qui est devenue son propre pays, qui était donc la République de l'île de la Rose. Et le film de Netflix montre très bien cette aventure avec quelques amis. Et lui, ils ont créé cette plateforme qui est devenue quasiment une sorte d'État. Donc, ils avaient leur propre monnaie, leur propre drapeau, un service de poste, des bars. Il y avait une possibilité de dormir sur place. Et c'est devenu une attraction touristique. Et très rapidement, l'État en place, qui était à l'époque un peu rigoriste, un peu coincé, comme on peut se l'imaginer avec le recul, a pas tellement supporté cette espèce de souffle de la liberté par quelques jeunes Italiens très bien formés, intelligents, également un peu arrogants, un peu insolents, qui leur renvoyaient finalement leur propre échec et leur incapacité à donner une sorte d'aventure aux Italiens jeunes et qui souhaitaient des alternatives sur leur propre territoire. Donc, très rapidement, ça les a énervés. Ils ont fini par faire exploser la plateforme en envoyant l'armée. Donc, moi, ça m'avait choqué et intéressé, l'espèce de réaction ultra violente face à quasiment une anecdote. Cette île de la Rose n'était pas du tout dangereuse pour la sécurité de l'Italie, il n'y avait pas du tout le potentiel de remettre en cause l'ensemble de l'institution, mais ils ont quand même surréagi de manière extrêmement violente, donc en allant dynamiter la plateforme et en les faisant sortir de l'histoire. Donc moi, ça m'a éveillé et ça m'a posé un peu la question, mais pourquoi est-ce qu'un acteur ne tolère pas la concurrence et va même faire exploser des petites alternatives qui existent. Et donc de fil en aiguille, j'ai découvert plein d'autres alternatives, et plus j'avançais, plus je trouvais la thématique intéressante aussi, parce que les personnages qui l'incarnent sont toujours passionnants, parfois un peu fous, un peu marginaux. C'est des gens un peu marginaux, un peu bizarres, mais toujours animés par quelque chose de fort, quoi. Donc on tombe forcément sur des personnalités qui sont pas c'est des pionniers, des pionniers comme dans tous les secteurs économiques. Les premiers sont toujours un peu fous. Pour faire changer les règles, il faut une part de folie et aussi une capacité à prendre beaucoup plus de risques et à quasiment tout perdre que le citoyen lambda ou normal n'aura pas forcément. Et vu que je viens de Suisse, qui est un pays encore relativement décentralisé, qui permet un peu la différence institutionnelle et une sorte de concurrence entre les différentes régions, ça m'a beaucoup intéressé. Et même en regardant le modèle suisse, je me suis rendu compte que la Suisse, sur le papier, tolérait plus ou moins la concurrence, mais en réalité pas vraiment. Donc toutes les règles sont pas tellement favorables à l'émergence d'un nouveau canton, par exemple, ou d'une nouvelle commune. Donc c'est très difficile de mettre en place de la concurrence sur notre propre territoire. Et donc de fil en aiguille, la réflexion a continué et a dérivé sur des grandes discussions sur est-ce que le principe de majorité a un sens, ou est-ce que la démocratie est la meilleure façon de sauvegarder la liberté des gens ou d'arriver à un processus de prise de décision. Et ensuite, en partant de l'Europe, on a regardé les différentes alternatives qui existent autour du monde, notamment pour répondre à différents défis du siècle à venir, qui sont l'urbanisation ou l'explosion de la démographie, en tout cas en début de siècle. Et à notre avis, la plupart des institutions en place ne seront pas tellement capables de gérer cette explosion démographique et l'espèce d'urbanisation qu'il y aura partout dans le monde. Donc il faudra développer des alternatives qu'on présente également dans le livre. Et pourquoi avoir opté pour un format de livre contributif plutôt que pour un documentaire ou une autre manière de présenter ? Parce qu'à la base, on l'a publié sous forme de feuilleton sur notre site, donc c'était des épisodes en partie, et on s'est dit, mais on pourrait enrichir ça et en faire une version papier, tout simplement parce que c'est un objet qui reste. Ça nous permettait aussi de développer cette aventure-là, de tester. Est-ce que c'est difficile de faire un livre ? On arrive à quel résultat ? Avec qui est-ce qu'on peut collaborer, etc., etc. Et donc, pour nous, qui étions des amoureux du livre à la base, on trouvait très touchant de finalement trouver une place dans la bibliothèque des gens, et c'était aussi un format qui permettait de mettre en avant toutes les illustrations qu'on a fait faire. Oui, c'est vrai que les illustrations sont très jolies, parce qu'en fait, ce sont des dessins des auteurs, mais aussi des illustrations des situations données. Alors moi, ce qui me fait toujours un peu mal en regardant le livre, en revanche, c'est la couleur rose. Pourquoi cette couverture rose bonbon que j'ai devant moi ? C'est pour qu'on le remarque dans la bibliothèque ou... Exactement. On a réfléchi à la base à des couleurs flashy, tout simplement parce que quand on développe une collection, il faut trouver quelque chose de visuellement marquant. Et le rose nous paraissait sympathique, déjà parce que ça sort un peu de l'ordinaire. Il y a très peu de livres roses. Et vu que notre couleur de base est le jaune, qui est aussi relativement pétant, on a gardé cette thématique-là, et à la base on avait prévu de faire d'autres livres à la suite qui seraient bleu pétant, rouge pétant, etc. Donc c'était un peu la réflexion de base, et on est très satisfait du rose parce qu'on a commencé à l'apprécier avec le temps, même si au départ c'était pas notre couleur naturelle, on va dire. Mais ouais, ce qui m'amuse en fait, c'est que ça me rappelle un autre livre auquel d'ailleurs je crois que j'avais fait une contribution, qui était Libre, volume 2, qui avait été fait par Stéphane Gère et Ulrich Génier,
Génisson à l'époque, et ils avaient aussi choisi une couverture rose, dont on s'est un peu moqué au passage justement, et quand je leur posais la question, ils me disaient oui, bah en fait cette couverture elle plaît à personne, mais c'est la seule qui a été acceptée finalement, voilà, qui a pas fait l'objet d'un veto par les uns ou les autres. Donc voilà, on s'est retrouvés, et ils ont voilà une couverture aussi avec, mais je crois qu'il y a du jaune aussi, il me semble qu'il y a marqué libre en jaune et sur fond rose, mais donc bon, je trouve ça amusant d'avoir... Peut-être que le rose est la couleur des libéraux du futur, alors. Ouais, faut croire, peut-être. donc voilà. Oui, donc maintenant je vais venir sur les traits du livre. 2 secondes. Hein. Ce qu'on retrouve dans le livre, ce sont donc des exemples de mise en pratique d'une forme d'autonomie par rapport à l'État existant. D'abord, est-ce que ce sont toutes des utopies libertariennes? Est-ce que toi-même tu te décrirais comme libertarien? Je me décrirais comme un libéral classique, donc ça peut être l'équivalent moderne de libertarien, donc je dirais. Et toute la réflexion du livre est partie de l'analyse que les institutions ont une énorme influence sur la vie des gens. Et que finalement s'impliquer par exemple en politique était relativement illusoire, parce qu'on s'inscrit toujours dans des institutions, et si les institutions sont illibérales, on a beau s'engager, ce sera toujours un engagement dans le vide. Donc c'est la même chose. Si en France on fait du militantisme libéral, ça a très peu de chances d'avoir un impact, simplement parce que les institutions rendent ça impossible. Donc il faudra d'abord un changement culturel dans la pensée des gens, et ensuite les institutions changeront, et à la fin la politique s'adaptera aux nouvelles institutions. Donc on est parti de là, et ça nous a aussi relativement choqué. Il y a un livre intéressant d'Acemoglu et Robinson qui s'intéresse à la question pourquoi est-ce que les nations échouent et réussissent. Et eux, ils démontrent que les institutions font quasiment tout. Et l'exemple de la Suisse est très intéressant sur ce plan-là, car la Suisse moderne va bien, tout simplement parce qu'elle a été bien fondée en 1849. C'est-à-dire que 170 ans plus tard, on vit encore des bonnes décisions qui ont été prises à l'époque. Et ça fait que la Suisse, dans le pays dans lequel je suis né, est pas libérale parce qu'on y a contribué de manière moderne, mais tout simplement parce qu'il a été fondé de manière relativement protectrice des libertés. Lorsque les bases sont saines, par exemple les États de droit britanniques ou américains, malgré tous les défauts qu'on sait payer aujourd'hui, ça reste quand même des fondations assez solides. Donc généralement ça résiste mieux à l'épreuve du temps que déjà si on construit sur de moins bonnes fondations. Exactement, et cette façon d'influencer les institutions nous paraissait être la piste la plus pertinente ou la plus ambitieuse ou la plus prometteuse même pour les libéraux dans le futur. C'est également le constat qui commence dans le livre avec Patrick Friedman, qui est le petit-fils de Milton Friedman, qui lui fait le constat justement qu'il s'est engagé en politique quelques années mais que c'était illusoire et qu'il faut plutôt développer des alternatives, parce que des alternatives ça permet de mettre la pression depuis l'extérieur sur les États en place, et les États respectent tout simplement les luttes de pouvoir et aussi la pression. C'est-à-dire que la pression intérieure ne marche pas, donc il faut créer une pression extérieure qui peuvent être ces alternatives aux États modernes, avec tout de suite la difficulté de se rendre compte que beaucoup d'alternatives étaient loufoques en partie, pas du tout réalistes ou pas du tout abouties, mais dans celles qu'on présente, elles sont pas toutes libérales dans le sens théorique de la chose. Donc ceux qui les défendent ne se diraient pas forcément ou ne se présenteraient pas forcément comme étant libéraux. Il y a un exemple d'une micronation en Australie par exemple, c'est un paysan qui s'est rebellé contre la taxation, lui-même n'a pas du tout de discours libéral en tant que tel, mais il trouvait insupportable que l'État lui impose des choses et surtout le limite dans sa capacité de produire, et donc il a fait sécession. Donc c'est-à-dire que en finalité, le message qu'ils envoient, comme c'était le cas avec la République de l'île de la Rose en Italie, ils ne se diraient pas eux-mêmes libéraux, mais le message qu'ils envoient, c'est un amour farouche de la liberté et l'idée que le collectif leur impose des choses qu'ils trouvent illégitimes et qu'ils souhaitent sortir de cette logique. J'aimerais simplement être sûr de comprendre lorsque tu as dit que tu te décris comme libéral classique et que c'était peut-être l'équivalent moderne de libertarien, c'est-à-dire, tu veux dire qu'aujourd'hui être libéral classique, c'est tellement radical déjà que c'est presque comme être libertarien avant ou... Oui, alors moi je vois des grandes proximités entre un libéral classique qui s'assume et un libertarien, donc j'ai l'impression qu'on utilise aujourd'hui le terme libertarien tout simplement parce que le terme libéral a été soit mal utilisé en anglais, donc c'est-à-dire qu'il est en partie contaminé. Différencié par du gauchisme, qui est parfois décrit par le terme anglais liberal, parfois ça désigne plus la personne aux idées progressistes avec tous les guillemets qu'on peut mettre. Social-démocrate, un peu plus respectueux de certaines libertés, et que, enfin, l'expérience que je fais au sein de cette famille libérale, c'est que beaucoup se nomment libertariens. Moi, c'est plus facile que d'expliquer libéral classique. C'est à peu près comme les libéraux publics, mais ils défendent un autre discours. C'est-à-dire que
Ouais, enfin... Et lorsque l'on te dit libertarien, par exemple nos auditeurs qui sont déjà libéraux, je pense pour une bonne partie, associent peut-être les libertariens aux libéraux les plus radicaux, les plus fondamentalistes, on va dire. Je sais que le terme n'est pas neutre, hein, mais enfin, est-ce que justement tu n'as pas peur que cette étiquette fasse trop utopiste, radicale, alors que finalement justement tu es quelqu'un qui est très concret dans tes visions, dans tes idées, et qui est assez modéré finalement. Oui, je dirais que libéral classique a quelque chose de beaucoup plus classe et calme, donc je l'identifie beaucoup plus. Oui, mais moi aussi c'est l'étiquette que je préfère en général, parce que je me dis, mais surtout que c'est déjà tellement éloigné de la situation actuelle que c'est déjà ultra-libéral, entre guillemets, d'être pour un État qui reviendrait dans ses frontières naturelles. Donc, bon, ça... Oui, alors, si on veut... c'est très drôle parce j'ai discuté récemment avec une personnalité libérale et elle m'expliquait quel courant minoritaire au sein du libéralisme elle défendait. Et moi, j'ai trouvé ça quasiment religieux et ça m'a effrayé parce que quand j'étais jeune, je me définissais aussi en tant que minarchiste, ensuite comme libertarien, etc. On aime bien trouver un peu sa sous-chapelle comme ça. Mais alors, par exemple, voilà, trouve-moi la différence entre le libéral classique et le minarchiste. Bon, ça se joue à pas grand-chose, quoi. Justement, c'est pour ça que si on me demande aujourd'hui, je dirais simplement libéral classique, et le minarchisme est encore ce qui me plaît le plus. Donc un État, mais simplement présent pour les missions régaliennes de base et la protection de la propriété. Mais c'est aussi un des points qui était intéressant durant notre recherche d'alternatives et les discussions qu'on a eues avec les différentes personnes, c'est que au final, c'est relativement difficile d'arriver à un résultat qui est pérenne et intéressant pour la population qui souhaite habiter dans un pays sans avoir une sorte d'autorité centrale qui règle et qui protège quand même la liberté et la propriété. Oui, il y a une citation qui m'a marqué dans la préface où tu dis que les États modernes, c'est une institution qui n'existe que par habitude et non par conviction, enfin, qui n'existe plus que par habitude et non par conviction dans de nombreux cas. Et ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne description. Mais l'habitude est forte en même temps. On a toujours du mal à concevoir ce qui pourrait exister mais n'existe pas, alors qu'au moins on voit ce qu'on a, aussi imparfait que ça puisse être. Bien sûr. Alors moi j'habite en France maintenant depuis quelques mois à Paris et je trouve la différence saisissante. Par exemple, moi j'ai l'impression d'habiter dans un pays avec des institutions que plus personne n'aime. Et ça se voit aussi dans les sondages, dans la manière de voter. En fait, les Français ont déjà fait sécession de manière philosophique avec leur pays, mais ils habitent encore dedans. Et il n'y a pas de possibilité pour eux de le changer facilement. Parce que si on regarde les sondages, ils sont majoritairement pour l'introduction d'outils de démocratie relativement directs, comme en Suisse, donc de voter régulièrement. Ils sont également pour l'introduction de la proportionnelle, où ils trouvent que le président a trop de pouvoir, si on regarde les sondages. C'est-à-dire que l'ensemble des institutions et leur philosophie ne correspond pas du tout à ce que veulent les Français, mais il n'y a pas de possibilité, de manière concrète, de faire sécession et d'exprimer un refus face à ça. Ouais, et puis surtout dans les crises qu'on a traversées, si on regarde par exemple comment la Ve République s'est mise en place, c'est aussi que ça correspondait à une autre tendance de fond des Français, qui est quand même de se rallier autour du chef, qui représente le pays, la nation, etc. On peut dire sur le papier, oui, on est pour la proportionnelle, pour la démocratie directe, etc. Mais en pratique, j'ai l'impression que dès qu'une région a un peu d'autonomie, qu'une entreprise a un peu d'autonomie ou quoi, les gens veulent tout de suite vite l'égalité. Donc je suis pas sûr qu'il sera prêt en pratique à accepter les conséquences de ce qu'il souhaite sur le papier. Gaspard Koenig vient de sortir un livre sur cette thématique et lui il plaide pour une sortie de la présidentielle comme elle est actuellement, comme mouvement centralisateur de l'ensemble des passions politiques tous les 5 ans. On choisit un chef qu'ensuite on déteste parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur des attentes puériles qu'on avait envers lui, et pendant 5 ans on le déteste, ensuite on le remplace. Donc c'est-à-dire que le dégagisme engendré par les institutions va créer sa propre fin. Donc c'est-à-dire que moi je dirais que peut-être que ça parviendra encore à survivre quelques décennies, mais qu'ensuite le modèle changera. Donc la grande question qu'on a en général dans toutes les démocraties occidentales, c'est pas tellement est-ce qu'elles vont échouer, est-ce qu'elles vont exploser. Elles vont sans doute exploser, tout simplement parce que leurs principales dépenses sont appelées à évoluer et à augmenter, à exploser dans les années à venir, parce que le vieillissement de la population a une influence directe sur les principales dépenses, donc c'est-à-dire la retraite et la santé, et que dans aucun système pérenne, une majorité de gens de plus en plus vieux arrivera à imposer ça à une minorité sans qu'elle se rebelle sur long terme. C'est-à-dire que soit on développe maintenant des alternatives qui permettent de tester de nouvelles manières de vivre en commun, soit dans 10, 5 ou 15 ou 20 ans, je sais pas, on aurait des sortes de révolutions beaucoup plus violentes dans la plupart des démocraties qui correspondent plus à ce que veulent les citoyens. Oui, c'est ce qui risque de se passer. Et je précise, alors je l'ai déjà rappelé à ce micro, mais je précise pour nos auditeurs que les dépenses, par exemple, comme les dépenses de retraite, c'est ce qu'on appelle de la dette implicite. Donc ce sont des dépenses, on sait qu'on les aura,
Mais ça n'est pas de la dette au sens où il n'y a pas de bon du trésor qui a été mis en échange. Donc lorsqu'on exprime la dette de l'État en pourcentage du PIB, on n'inclut pas ce type de dépenses, alors qu'on sait que, sauf s'il y a un équivalent du Covid, mais qui cette fois fait beaucoup de morts dans la population âgée, ce sont des dépenses qu'on aura. Donc c'est un mur vers lequel on se dirige, mais en se bandant les yeux, quoi. On voit pas trop qu'on... Maxime Sbailly a écrit un livre sur le grand vieillissement et il analyse la situation... J'aimerais l'interroger là-dessus aussi. C'est très intéressant parce que cette situation d'explosion des dépenses et également de concentration du pouvoir politique plutôt sur un électorat plus âgé, tout simplement parce qu'il vote, fait aussi que les réponses qui y sont apportées vont simplement consister à transférer la facture de plus en plus aux générations actives, et ça fait qu'au sein même de la jeune génération, il y a une sorte de sécession des institutions générales qu'on a en commun. C'est-à-dire que la jeune génération ne croit plus vraiment à la démocratie, tout simplement parce qu'elle a l'impression de ne pas y gagner dans le système, ou elle croit moins au capitalisme parce qu'elle a l'impression d'être exploitée par le capitalisme et de payer pour le système en place. C'est-à-dire que si on ne prend pas des mesures ou si on ne développe pas des alternatives qui permettent de sortir de ce chemin-là, on risque d'avoir une sécession non seulement philosophique, mais aussi complète de gens qui ne croient plus du tout au système pour des raisons relativement objectives. C'est ça le pire, c'est qu'ils auraient raison de devenir révolutionnaires. Oui, et bien sûr, non, mais ça, sur le côté gérontocratie, etc. Et je pense, bon, on a 10 ans de différence, mais globalement, on fait plutôt partie des jeunes. On le voit quand même qu'il y a quelque chose qui va pas dans nos générations, dans l'accès à l'immobilier, dans les salaires qui souvent sont coincés sont compressés entre le SMIC d'un côté et les salaires des plus anciens qu'il faut payer de l'autre, mais sans que la productivité ait forcément évolué. Enfin, bref, il y a des tas de problèmes comme ça qui se posent. Pour revenir à nos utopies libérales ou libertariennes, justement, alors, on a cité quelques-unes. Quelle est celle peut-être que tu aimerais le plus retenir? Quelle est celle qui t'a le plus marqué ou le plus enthousiasmé dans l'ensemble de ce catalogue? Celle qui me paraît la plus prometteuse et la plus intéressante, stimulante sur le plan intellectuel, c'est l'idée de fonder des villes sur l'océan. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle le seasteading, hein, c'est ça? Exactement, développé notamment par Patrick Friedman, qui est le petit-fils de Milton Friedman. Ce qui me paraît intéressant dans cette idée, c'est déjà qu'on s'intéresse à un endroit autour de la planète qui n'est pas utilisé. Parce que créer une nouvelle micronation sur la Terre ou sur le territoire, ça fait qu'on a toujours une sorte de confrontation avec un État en place qui doit nous accorder des droits, qui doit nous accorder de l'espace. Et fatalement, sur Terre, en fait, les meilleurs endroits sont déjà pris, donc c'est très difficile de développer un État autrement que dans un endroit comme le Liberland, qui est un peu coincé au milieu de nulle part et qui n'a pas vraiment de perspective simplement géographique d'avenir. Et quand on crée quelque chose sur l'océan, il y a deux avantages. La première, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concurrence pour cet espace, qui est encore très vaste et peu utilisé. Et le deuxième, c'est qu'on est très mobile. Se déplacer sur l'océan est très facile, donc c'est-à-dire qu'on peut imaginer des villes qui sont modulables, tout simplement. Ça veut dire que contrairement à une maison physique, quand on s'installe dans un quartier, on s'installe pour 15, 20, 30 ou 40 ans, c'est pas possible de déplacer sa maison quand on n'est pas content. Tandis que sur l'océan, dans le seasteading, il y aurait la possibilité de quitter sa ville quand on n'est plus d'accord, simplement en détachant sa maison et en se déplaçant jusqu'à la prochaine ville. Donc c'est-à-dire qu'on a une grande mobilité d'installation, mais également une sorte de concurrence continue qui fait que les villes flottantes sur l'océan devront être attractives pour leurs citoyens et qu'elles seront fatalement quittées ou elles feront faillite s'ils ne correspondent plus à ce que les citoyens veulent. Donc c'est-à-dire que cette alternative me paraît la plus prometteuse, également très difficile évidemment parce qu'il faut développer... D'un point de vue technique, ne serait-ce qu'avec la hauteur des vagues, les éléments déchaînés, ça me semble difficile à imaginer, pas infaisable, mais en tout cas à un prix et avec une dépendance surtout des technologies qui se font sur Terre, qui fait que ça me semble difficile en tout cas pour des micronations ou des villes flottantes. Ça me semble difficile d'avoir une vraie indépendance parce qu'ils n'auront pas l'indépendance économique en quelque sorte. Donc c'est un peu pour moi un des obstacles importants, c'est que c'est difficile de ne pas être à la merci des États côtiers. Alors la première difficulté qu'ils ont eue pour l'instant, c'est que même pour s'installer sur l'océan, à la base, il faut un accord avec un État en place. Donc jusqu'à présent, ça a aussi échoué sur ça parce que l'État en place revenait sur sa promesse. Donc, même dans les eaux internationales. Exactement, oui, parce qu'il faut c'est pour éviter aussi les affrontements entre les États. Donc il faudrait pas que la Chine se dise tout à coup, ici c'est chez moi, donc elle n'a pas le droit de le faire. Donc de la même façon, une micronation peut pas tellement le faire et va s'installer pour l'instant sur le territoire de la mer d'un État, mais il est il est plus ouvert à donner une partie du territoire marin plutôt que sur la terre, tout simplement parce que la terre a plus de valeur pour lui. La dépendance technologique, c'est évident qu'au début, c'est aussi une des difficultés qui est identifiée par Patrick Friedman, c'est qu'il faut trouver une bonne raison pour motiver les gens à aller sur l'océan. Et tout simplement, ça passera. Dans le passé, on a eu des débuts d'alternatives qui ressemblaient à ça. C'est des gens qui créent des micronations au milieu
de l'océan pour pouvoir faire des radios pirates privées qui à l'époque étaient interdites sur le territoire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des exemples je crois le Sealand était une plateforme qui permettait de diffuser une radio pirate privée. Donc là, ça veut dire que c'est la technologie qui a rendu intéressante cette alternative sur l'océan. Et donc Patrick Friedman et les différentes personnes qui s'intéressent à ça souhaitent identifier l'aspect économique qui fera que l'écosystème présent sur l'océan est également intéressant pour des gens qui se définissent pas comme étant libéraux, mais qui ont un intérêt du coup économique ou simplement philosophique à les rejoindre. Et c'est ça un peu la pierre philosophale finalement. Une fois qu'on trouve ce qui est pertinent et ce qui est attractif pour des gens pour les rejoindre sur l'océan, le reste va se régler de lui-même. Parce que la difficulté, la dépendance à la technologie, on pourrait également la brandir pour un pays comme Israël qui vit dans un environnement géographique qui est très difficile. C'est tout à fait vrai. C'est vrai pour la plupart pour la plupart des petites zones. En tout cas, après finalement, il y a que des États administrés par une grosse institution qui peuvent être relativement autonomes économiquement et pas prospères, hein, juste autonomes, quoi. Donc et puis, donc je dirais que vivre sur l'océan, ça me paraît être celle qui, dans son temps, sera la plus performante et qui a également le plus grand potentiel. Puisqu'on parle de ces villes flottantes de seasteading, est-ce que les projets qui ont été lancés dans ce sens ont déjà avancé jusqu'à un certain point? Quelles sont les initiatives dans ce sens? Et même question d'ailleurs pour les villes privées, est-ce qu'il y a des choses qui se font en ce moment là-dessus et où est-ce que ça en est? Alors, il y a une ville privée libre qui se développe en Honduras, qui s'appelle Prospera, et c'est le projet le plus avancé. Donc ça, c'est, je pense, de manière très court terme, c'est celui qui est le plus intéressant à suivre, avec des difficultés de mise en place, simplement parce que quand on imagine une nouvelle manière de vivre en commun, c'est forcément difficile. On se rend compte que même dans une démocratie avancée, on a toujours des problèmes de gouvernement, et on sous-estime l'idée que forcément, ça va être difficile de mettre en place un nouveau modèle. Donc Prospera sera intéressant aussi pour voir les difficultés concrètes que ça pose, et comment est-ce qu'on peut les régler. Pour le seasteading, il y avait il y a une dizaine d'années, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de mouvement dans ce sens-là. Oui, j'en avais entendu parler ici ou là dans les médias, effectivement. Au large de la Thaïlande, je crois, de mémoire. En Thaïlande et puis aussi en Polynésie française, ils avaient signé un accord avec le gouvernement en place pour commencer à mettre en place ça. Et en fait, le gouvernement a changé et est revenu sur sa promesse. C'est-à-dire que depuis, ça stagne et ça attend. C'est-à-dire qu'on est avant tout sur une dynamique intellectuelle et qu'il y a encore de la difficulté à concrétiser ça, et que ce qu'on développe pour l'instant, c'est une sorte de modèle entre deux, entre la réelle ville flottante au milieu de l'océan et de développer plutôt des maisons ou des choses très modulables proches de la côte. C'est-à-dire de développer un peu comme ce qui se fait en partie au Moyen-Orient, de développer des nouvelles villes sur l'océan mais directement proches des habitations, tout simplement parce qu'on n'a plus de place ou que c'est plus facile de construire dans l'eau que sur la terre. Donc c'est-à-dire que le projet de ville flottante sur l'océan stagne un peu depuis quelques années, mais reste sur le plan intellectuel et même technique, à mon avis, le plus prometteur. Et de manière plus pragmatique, si on prend quelque chose qui est applicable très rapidement et facilement, c'est le projet de Titus Gebel de faire des villes privées libres, donc de dire tout simplement, dans cette parcelle du pays, maintenant c'est plus l'État qui décide, mais simplement une entreprise privée qui propose des services et les gens peuvent venir s'établir en signant un contrat avec elle. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de possibilité de modifier le contrat pour l'entreprise, sauf si elle dédommage ses clients. Et ça fait qu'on sort totalement de la lutte politique pour des rentes, on sort de la lutte politique pour qu'une majorité impose des choses à la minorité, et on dépolitise complètement la vie des citoyens qui ont ensuite du temps pour s'engager dans des associations, pour s'engager dans leur vie privée, et tout simplement dans ce qui fait que les citoyens deviennent différents les uns des autres et qui puissent donc développer leur personnalité. Et ça me paraît facilement applicable, tout simplement parce qu'on l'a déjà fait de manière relativement semblable dans le passé à Hong Kong ou Singapour. Ça ressemblait un peu à ces modèles-là, donc c'est-à-dire que on a une garantie économique que les choses se passeront bien et que les contrats sont respectés, mais ensuite les citoyens sont beaucoup plus libres de faire à peu près ce qu'ils veulent dans ce cadre-là. Et ça fait que ce modèle-là est plus facile à appliquer parce qu'il peut s'inscrire dans un État déjà en place. Donc on pourrait dire en Suisse, on crée un 27e canton dans une partie du pays encore peu utilisée ou qui est pas prospère pour l'instant, et du jour au lendemain, en fait, on peut continuer comme jusqu'à présent, mais c'est un autre acteur qui fournit les différents services. Alors, ceci dit, c'est intéressant que tu cites Hong Kong ou Singapour. Hong Kong, c'est intéressant parce que comme historiquement ça avait été pris à la Chine, eh bien la Chine finalement l'a récupéré, et je pense que c'était, malheureusement je suis très triste pour tout ce qui se passe ces dernières années à Hong Kong, et je suis triste par avance pour ce qui se passera à Taïwan, mais j'ai l'impression que c'est une lutte un peu perdue d'avance contre un État aussi immense et aussi déterminé que la Chine. Donc là déjà Hong Kong, finalement la parenthèse libérale n'aura pas duré hyper longtemps entre la fin de la domination britannique et
même si sur la dernière phase de cette domination, on va dire que c'était déjà très libéral quand même. Enfin, ils sont passés d'un empire à un autre empire. C'est déjà une trajectoire qui est pas parfaite en soi. Et Singapour, c'est typiquement l'exemple de société qui est très libre économiquement, mais qui est quand même extrêmement intolérante sur un certain nombre de choix de vie. Enfin, je veux dire, quand on peut être condamné à mort pour quelques grammes de cannabis ou des choses comme ça, on se dit, les citoyens font pas vraiment ce qu'ils veulent. Alors bien sûr, ça gêne pas autrui, quoi, c'est toujours de manière relative, et dans le livre, on s'intéresse, parce que Singapour et Hong Kong sont des exemples historiques de zones économiques spéciales où la liberté économique était garantie et les contrats étaient plus respectés que dans les environs. Oui, ça a commencé comme des sortes de zones franches, de paradis économiques. Exactement, et donc c'est ça la motivation de base. Évidemment, ça en fait pas des paradis de la liberté comme la Suisse ou Liechtenstein par exemple, mais disons que de manière relative, en comparaison avec les pays à côté, c'est mieux, et surtout ça permet, même si c'était finalement qu'une parenthèse à Hong Kong, et que dans 15 ans ou dans 10 ans la Chine reprend le pouvoir, durant cette parenthèse, c'est aussi pour ça qu'Hong Kong les gêne en partie, c'est parce que Hong Kong démontre que le modèle alternatif marche mieux que la Chine. Oui, ça c'est vrai que les gens qui sont à Hong Kong, ils sont encore imprégnés de cette culture, j'allais dire occidentale, en termes d'entreprise, etc. Enfin, c'est assez fascinant justement de voir les Hongkongais s'exprimer là-dessus dans un anglais parfait en général. Et aussi se battre pour leur modèle. Donc il y a très peu de Hongkongais qui disent je veux rejoindre la Chine et retrouver le modèle d'avant. Ouais. Et c'est un peu il y a un humoriste suisse et slovène, mais qui est maintenant en France, Gaspard Proust, il expliquait que les gens de gauche ça n'existe pas parce qu'à la chute du mur personne n'est parti à l'est. Donc là c'est la même chose. En Chine personne ne souhaite rejoindre la Chine, ou quasiment pas, à part ceux peut-être qui sont payés par le parti. Et donc même si c'est qu'une parenthèse, c'est une parenthèse qui permet de démontrer que sur le plan simplement pragmatique, au-delà des idées, le modèle avec un peu de liberté économique marche beaucoup mieux que le reste. Et pour différentes parties du monde, ne serait-ce que la garantie de la liberté économique et l'espèce d'amélioration institutionnelle, la garantie des contrats, permettra à plein de secteurs qui aujourd'hui ne sont pas prospères de progresser beaucoup plus rapidement. Et c'est la théorie d'un prix Nobel comme Angus Deaton. Lui, il explique qu'il faut sortir de l'idée de subventionner les pays pauvres, mais simplement de mettre en place des institutions qui permettent de mieux respecter les contrats, et que de facto, ils s'en sortiront beaucoup plus rapidement et ils progresseront plus rapidement que ce qui se passe actuellement, avec la stagnation d'une partie des pays qui sont très subventionnés et très accompagnés sur le plan international s'explique aussi par le fait que les subventions garantissent les institutions en place. C'est contre-productif. Enfin, après, il faut un certain niveau de développement intellectuel aussi, au niveau des idées et des pratiques, pour comprendre l'importance du respect des contrats. Parce que je veux dire, c'est toujours facile quand en face du respect des contrats, on s'indigne tout de suite dès qu'une entreprise vient réclamer quelque chose qui lui est dû par contrat. C'est quand même, ça bute très vite sur des limites qui sont plus de l'ordre de la mentalité, quoi, de l'intuition des individus qui le moment venu où il faut respecter le contrat se disent non, ça va contre ma conception de la liberté là maintenant, et donc je le respecte pas. Oui, c'est toute la difficulté de qui est l'acteur qui au final fait respecter les contrats. Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est lui-même subventionné? Est-ce qu'on peut le faire changer d'avis avec la corruption? Donc c'est-à-dire que l'évolution institutionnelle marche seulement si l'ensemble fonctionne et qu'avec le temps les mentalités s'adaptent aussi aux nouvelles institutions. Mais disons que soit on arrive à développer des sortes de zones économiques un peu partout dans le monde pour gérer l'urbanisation rapide de la population et le déplacement des populations les plus pauvres dans les villes. D'ailleurs, je crois qu'hier, on a dépassé les 8 milliards d'habitants, officiellement. Exactement. Alors, pour les Malthusiens, ils seront contents d'apprendre qu'à partir de la moitié du siècle, la population mondiale va de nouveau baisser, et jusqu'à la fin du siècle, elle va baisser même énormément, mais que dans cette phase de temps, et même après, en fait, toutes les populations pauvres, en général, souhaitent migrer dans les villes. Donc, c'est-à-dire que le déplacement dans les villes et la création d'institutions qui permettent à ces populations d'atteindre la prospérité et également d'avoir un certain nombre de libertés passe forcément par un modèle économique qui permettra, avec des règles plus ou moins libérales, d'y arriver. Et dans le livre, on s'intéresse aux zones économiques spéciales qui sont défendues par Paul Romer, qui est également un prix Nobel d'économie. Et lui, il déplore la difficulté à mettre en place ces modèles avec une vision occidentale, donc de respect de la propriété privée, également de liberté politique, tout simplement parce que en Occident, quand on souhaite mettre en place ça maintenant, on dit que c'est un projet colonial et que les Européens veulent aller imposer leurs règles au reste du monde, et que face à ça, la Chine propose également une alternative. Donc elle vient sur place, elle garantit la liberté économique, mais elle dit il n'y aura pas de liberté politique. C'est-à-dire que pour les dirigeants en place, des espèces de plus ou moins dictatures relativement démocratiques, en tout cas sur le papier, donc ils organisent des élections
élections, mais il n'y a pas vraiment de démocratie dans les faits. Elle trouve ça beaucoup plus attractif d'avoir un modèle qui garantit la liberté économique, garantit la liberté des échanges, mais sans avoir les problèmes, entre guillemets, que peut entraîner la liberté politique. D'autant que c'est surtout un accord de dupes en général, parce que la Chine finance des infrastructures par des prêts, et lorsque les prêts ne sont pas remboursés parce que les États en question ne sont jamais capables de les rembourser, hop, elle saisit par contrat d'ailleurs, elle s'approprie en compensation, en dédommagement, les infrastructures en question. Donc, si ça c'est pas du néocolonialisme, je sais pas ce que c'est, quoi. Justement, c'est ça qui est inquiétant, c'est que Paul Romer explique que la liberté économique et même le capitalisme a de la peine, d'un point de vue libéral, à s'étendre tout autour du monde, tout simplement parce qu'on a moralement peur de le défendre et qu'on n'a plus envie en tant que société ou en tant que civilisation occidentale libérale d'aller dans le reste du monde, et que face à ça, la Chine, elle prend beaucoup moins de pincettes. Et est-ce que c'est pas justement le résultat aussi de notre succès initial, c'est-à-dire les Occidentaux ont exporté leur modèle, mais finalement ça a quand même débouché sur la colonisation, et même quand ça partait parfois de bonnes intentions ou d'initiatives relativement respectueuses du droit, dès qu'il y a eu des problèmes, c'est le plus fort qui l'a emporté, donc c'est l'occidental, le plus fort technologiquement bien sûr. Est-ce qu'on se dit pas si on met en concurrence les systèmes, c'est forcément nous qui l'emportons, et donc à la fin, ça veut dire colonisation, quoi. Bon, dans leur livre qui s'intéresse à pourquoi les nations échouent ou réussissent, Acemoglu et Robinson, ils expliquent effectivement que que beaucoup de pays dans lesquels les colons sont partis, ils ont laissé les institutions qui étaient extractives. Donc, c'est-à-dire qu'on vient dans le pays simplement pour extraire des choses du pays, mais sans vision pérenne. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, il y a un risque. C'est pas parce qu'on a une démocratie occidentale et libérale qu'on sera forcément un bon modèle d'exportation. Il faut également qu'ils s'inscrivent dans un cadre, et que ce cadre soit pas extractif, mais inclusif. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a accès à l'égalité devant la loi, et surtout que les contrats soient respectés. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que à la fin des différentes périodes de colonisation, il y a un certain nombre de pays ont pu compter sur des institutions qui étaient inclusives et pas extractives, et que désormais elles s'en sortent beaucoup mieux que les pays qui continuent d'être subventionnés, et qu'il n'y a pas de modèle alternatif, notamment le modèle d'exportation de la Chine ne montre pas de résultats sur le long terme, et notamment en termes de stabilité, et pas tellement prometteur. Donc c'est-à-dire que ça se joue maintenant, et on pourra faire un bilan dans 15 ou 20 ans, mais le fait d'avoir fait des erreurs dans le passé ne doit pas nous interdire d'avoir envie d'influencer l'avenir. Oui. Bien sûr. C'est vrai que je me pose souvent la question pour des endroits, tu disais les endroits les plus intéressants sur la planète sont déjà tous pris. Moi, je sais pas, je vois par exemple du côté de l'Indonésie, il y a donc l'île de Nouvelle-Guinée qui est divisée entre l'Indonésie à l'ouest et la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'est. C'est une île immense, très diverse, qui contient une grande partie de la biodiversité du monde, qui a des climats très variés, végétation luxuriante, enfin bref, il y a certainement beaucoup de choses à faire sur cette île, qui est située en plus entre l'Australie, l'Asie du Sud-Est, entourée de plein d'autres îles du Pacifique, et c'est un territoire qui est quasiment vierge, parce que finalement ceux qui y vivent encore selon un mode de vie traditionnel, on les laisse volontairement en autonomie, parce que déjà ils supporteraient probablement pas nos maladies et ce genre de choses, et de toute façon le choc culturel serait trop important, comme avec les aborigènes d'Australie, et on se dit, est-ce qu'il est imaginable qu'on vienne faire des initiatives occidentales sur un territoire comme ça, même éventuellement avec l'accord des autorités, en les dédommageant économiquement, etc., sans que au final ça se transforme quand même en une forme d'appropriation de ces endroits-là. C'est-à-dire, si ça fonctionne, en gros, ça ne peut que devenir des zones occidentales contrôlées par les Occidentaux. Je vois pas comment ça peut bien se passer quand il y a quand même des gens sur place, suffisamment peu nombreux pour que ça reste quand même, il y a encore beaucoup de place, mais trop nombreux pour qu'on puisse dire on fait comme s'ils n'étaient pas là. Oui, alors moi j'imposerai jamais un modèle à des personnes si elles le souhaitent pas. La grande difficulté, c'est est-ce que ces personnes, si elles avaient réellement le choix entre les deux modèles, est-ce qu'elles souhaiteraient rester à leur société parfois archaïque, qui ne progresse pas du tout, mais avec aucun maladie. C'est une grande question, mais d'un point de vue libéral, il ne faut jamais imposer, simplement dire, nous on a ce modèle institutionnel, on peut l'exporter si vous voulez, on peut vous aider à mettre en place si vous avez l'impression que ça vous plaît, mais je ne l'imposerai jamais par la force, et au final, ça doit aussi venir d'un désir de liberté de la population. On peut voir que certaines populations ont parfois des désirs de soumission volontaire, ou aiment bien avoir un homme fort à la tête de leur État. Il n'y a pas de volonté ou d'obligation pour un libéral de sauver les gens d'eux-mêmes. S'ils ont envie d'être dans un modèle de soumission volontaire, c'est leur problème. Mais disons que
important de ne pas s'interdire l'idée qu'on peut continuer à grandir en tant que civilisation plutôt basée sur la liberté et pas avoir peur de nos démons du passé sur ce plan-là. Oui, je trouve que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est généralement le fait que des individus qui ont des initiatives dans un certain endroit vont tout de suite se réfugier dans les jupes de maman État, de leur État d'origine, dès qu'il y a un problème. Et c'est souvent une des techniques de colonisation les plus utilisées. Là, je me suis rendu compte en m'intéressant à cette histoire-là, c'est que finalement, c'est pas l'État au départ qui souhaite coloniser, mais comme il y a des citoyens à lui qui se sont aventurés, éventuellement ont fait des choses illégales, pas claires, etc., mais qu'ils se sont fait taper dessus et on n'a pas envie qu'on laisse taper sur nos citoyens parce que sinon on passe pour des buses. Donc je vais aller régler la situation et ça se termine toujours par... finalement, je prends le contrôle du territoire ou je mets en place un gouvernement fantoche, etc. Donc, il y a un côté assez pernicieux, je trouve, dans le passage entre les initiatives individuelles et ensuite leur validation, préemption, absorption par l'État. Par l'État parent, quoi, en quelque sorte. Ouais, en général, le marché des États est un marché très fermé, donc c'est-à-dire qu'ils sont très jaloux de leur propre club et ils laissent difficilement rentrer des nouveaux États dans leur association, tout simplement parce que si on commence à accepter que des nouvelles parties du pays deviennent indépendantes, on peut prendre l'exemple, je sais pas, de la Catalogne en Espagne, par exemple. Oui. Si on commence à accepter ça et que tout à coup les autres nations le reconnaissent, l'ensemble des autres nations auront des problèmes intérieurs, parce qu'à l'intérieur de quasiment chaque nation, il y a des minorités qui souhaitent faire sécession. C'est intéressant, ça, la Catalogne, on en parle plus. Je me souviens que Fergan Aziairi à l'époque en parlait beaucoup, justement, en disant alors on est toujours pour la décolonisation chez les autres et puis chez nous on n'est pas pour l'indépendance et la souveraineté des peuples. Toi, d'un point de vue personnel, est-ce que tu t'étais intéressé à cette histoire? Qu'est-ce que tu en pensais? Alors, il y a beaucoup de dissidents catalans qui sont venus en Suisse après cette affaire parce qu'ils étaient menacés de prison et je trouvais ça extrêmement choquant. Donc ma maman a maintenant un jardin d'enfants et dans son jardin d'enfants il y a un Catalan qui amène son enfant et qui justement a dû fuir l'ensemble de ses amis, l'ensemble de sa région d'origine tout simplement, sinon il finissait en prison. Et moi je trouve ça tellement choquant qu'un État doive mettre en prison ses opposants parce que ses opposants ne veulent plus vivre avec lui. Donc c'est comme si dans une relation, une femme veut partir, choquant, on la met en prison. Mais en même temps, genre, je me suis pas intéressé en détail à l'opinion de la population sur place, mais j'ai l'impression que c'était assez divisé. Est-ce que... comment dire, est-ce que c'était pas une question de est-ce que la majorité doit l'emporter? Là, on retombe sur des problèmes, en fait, du point de vue théorique, qui sont compliqués. Du type, est-ce que c'est parce que certains sont à un moment donné plus nombreux qu'ils ont le droit de décider pour tous les autres restants qu'on fera plus partie de l'ensemble existant, ou au contraire qu'on rejoindra un ensemble existant et qu'on souhaitait pas rejoindre jusque-là, ça s'est vu aussi. Oui, alors l'exemple de la Catalogne, on pourrait prendre d'autres exemples en Suisse. Une région entière ne doit pas faire ne doit pas prendre la décision pour l'ensemble des citoyens. On pourrait imaginer un vote beaucoup plus décentralisé encore par quartier, par exemple, ou même par région de la Catalogne, pour éviter que certaines parties qui sont très attachées à l'Espagne doivent quitter une aventure qu'ils trouvent pour eux satisfaisante. Mais oui, ça pose toute la difficulté du vote majoritaire et c'est intéressant parce que sur ce genre de thématique, on le trouve parfois choquant, le vote majoritaire, parce qu'on se dit mais 55% de la population peut changer le destin de l'ensemble d'une nation, mais pour plein d'autres sujets, ça ne nous choque pas. Alors que sur le principe même, la majorité est toujours une façon problématique de gérer des conflits, parce qu'on a une minorité qui se fait écraser par la majorité et qui tout simplement doit suivre des décisions qui n'étaient pas forcément la sienne. Mais sur le principe même en partant du principe que la Catalogne ne devrait pas quitter l'Espagne, je trouve que quand on doit mettre en prison ses opposants, il y a toujours une sorte de non-dit, et le non-dit, c'est qu'on n'a pas tellement confiance en soi-même, et que ces institutions sont plus tellement séduisantes si on a besoin d'être tellement excessif que nos opposants finissent en prison pour qu'ils aient plus le droit de s'exprimer. C'est-à-dire que, j'arrive à comprendre la dissidence sur les opinions, mais quand on doit mettre en prison ses opposants, ça cache toujours une sorte de pourriture même mentale de son modèle, parce que c'est tellement... j'ai l'impression que c'est le stade final de la décomposition, si on n'a plus d'arguments autres que d'enfermer les gens. Oui, effectivement. Surtout dans ce cas où les oppositions qu'on met en prison, c'est pas des terroristes qui veulent imposer la charia. C'était des dirigeants politiques qui avaient organisé des manifestations. Donc Voilà, c'était effectivement. Et est-ce que les entreprises comme Amazon ou comme les différentes entreprises d'Elon Musk, etc., ont déjà manifesté de l'intérêt pour des projets de nature plus politique que ce qu'ils font actuellement? Parce que comme on sait que leurs dirigeants sont un peu dans le côté colonisation de l'espace, etc., ils n'ont pas été intéressés par ce modèle de ville privée?
Alors, je sais que Peter Thiel, qui est un des grands riches de la Silicon Valley, lui a par exemple soutenu plusieurs projets, notamment le Seasteading. Donc c'est un projet qui lui plaît beaucoup. Oui. Pour les autres, je sais pas directement, mais j'imagine qu'ils ont un peu la même ambition que ce qui développe gentiment dans l'éducation et dans la formation. Ils trouvent que le modèle en place est très peu efficace et que le résultat final n'est pas satisfaisant. Donc ils développent eux-mêmes des manières de former. Et je peux imaginer tout à fait qu'Amazon se mette à exporter aussi des manières de gérer la vie en commun dans le futur. Oui, inspiré des savoir-faire d'Amazon. Exactement, de ce qu'ils ont vécu et même sur leur propre campus ou au sein de leur entreprise. Donc il n'y a pas de limite à ça, mais pour l'instant je ne crois pas que ce soit un grand thème, tout simplement aussi parce qu'une grande partie des employés de ces entreprises sont plutôt démocrates et pas tellement, très sensibles Il y a une tension entre le libéralisme et le wokisme qu'on trouve dans ces entreprises et qui me fait dire, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent finalement. Quand je dis « ils », d'ailleurs, c'est un « ils » très théorique, très collectif, parce qu'il y a les employés, les dirigeants, c'est pas du tout la même chose. Parce que les employés feraient très vite le procès sans doute en colonialisme 2.0, donc ce serait très difficile pour Amazon d'exporter une manière de vivre en commun, mais parmi les différents dirigeants, Elon Musk est très intéressé par la conquête de Mars, par exemple, parce qu'il a l'impression que la planète Terre risque d'avoir des problèmes de survie et que, cas échéant, ce serait irresponsable de ne pas tester les alternatives, et lui, il identifie Mars et il investit aussi beaucoup pour y arriver. Donc c'est-à-dire qu'il y a une sorte de sensibilité au développement d'alternatives réelles pour que l'humanité puisse continuer de vivre, mais ils partagent quasiment tous une sorte de vision quand même prométhéenne de l'avenir et de l'importance de la technologie. Donc c'est-à-dire que c'est un défi pour l'humanité. Eux, ils l'imaginent, je pense, avant tout comme ça, comme la prochaine étape de notre espèce, de comment est-ce qu'on peut vivre on peut espérer leur soutien, peut-être intellectuel ou financier ou médiatique, si des projets comme le Seasteading ou autres gagnent un peu d'importance et font Bien sûr, ça faire boule de neige. Et dans un premier temps, ça s'adresse quasiment tout le temps à des personnalités qui ont soit du temps, soit de l'argent. Tout simplement, c'est un risque très grand de sortir de son milieu établi, de quitter ses amis, de quitter également son travail. Donc soit on est assez confortable sur le plan financier pour se le permettre, ou alors on n'a rien à perdre et du coup on peut essayer l'aventure. Mais donc je pense que la plupart seront plutôt des soutiens, en tout cas philosophiques sur le long terme, parce qu'ils voient aussi eux-mêmes dans leur vie de tous les jours qu'il y a des grands problèmes dans les sociétés occidentales, dans leur manière de vivre. L'autre type de projet qu'on va retrouver dans cet ouvrage, ce sont des initiatives comme le Liberland, donc c'est-à-dire vraiment la déclaration d'indépendance, la revendication d'un territoire, ou encore, chose un peu différente mais qui repose encore sur une notion de territoire, c'est par exemple le Free State Project, qui consiste essentiellement à identifier un État, en l'occurrence le New Hampshire aux États-Unis, comme le plus prometteur du point de vue libéral, pour différentes raisons, et à essayer d'y émigrer en masse, parce que les Américains, c'est même pas de l'émigration, ils peuvent bouger facilement, c'est leur pays, mais s'y installer en masse et influencer les décideurs politiques sur place, les institutions, pour en faire un État le plus libéral possible. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de ces projets? Le Liberland, c'est récent, mais Free State Project, par exemple, on commence à avoir une vingtaine d'années de recul. Quel est le bilan qu'ils en tirent aujourd'hui? Alors le Liberland est parti avec beaucoup de dynamisme au début parce que ça intéressait beaucoup de gens et ils ont eu une médiatisation absolument énorme, tout simplement parce que le Liberland est né donc entre la Serbie et la Croatie et c'est un endroit où les identités sont très fortes et on sortait aussi après quelques décennies de guerre. Donc c'est-à-dire que ça a étonné beaucoup de gens qu'un nouvel État se crée dans un endroit qui est très conflictuel sur le plan de la nationalité et de l'identité. Et ça intéressait beaucoup de gens parce qu'on arrivait à s'y identifier. Le Liberland, c'est quand même relativement occidental. On a l'impression que c'est des gens comme nous finalement qui le font. Oui, et donc c'est tout de suite moins exotique. C'était quelqu'un d'origine tchèque. C'est un tchèque, exactement, un ancien homme politique tchèque libéral qui a donc fondé cette micronation de la Serbie et la Croatie sur un territoire donc qui n'est juridiquement c'est une sorte de terra nullius, ça n'est pas revendiqué par les uns les autres pour des raisons qui sont un peu complexes à comprendre, je trouve d'ailleurs. Oui, en fait il y a une difficulté, c'est que la Serbie et la Croatie ont défini différemment les frontières autour du Danube, tout simplement parce que en partie le territoire change en fonction de la grandeur du Danube ou de l'eau qu'il y a dedans, et aussi en fonction de l'importance qu'ils plaçaient, je crois, durant la guerre à certaines zones stratégiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des cartes différentes de cette région, et ça fait que parfois elles s'entrecoupent et que des parties sont soit appartiennent à personne ou revendiquées par personne, parce qu'elles sont aussi parfois pas intéressantes. Est-ce que c'est pas plus simple de revendiquer un peu plus dans le doute, plutôt que de dire bah tiens, je revendique pas tel petit bout, et si l'autre le revendique pas non plus, alors moi non plus. Enfin, ça me semble un peu curieux. Je crois que la difficulté aujourd'hui, c'est que la Serbie et la Croatie, s'ils se mettent autour d'une table et qu'ils doivent
gérer tous ces différents problèmes. Il y aura une partie des populations qui maintenant sont sur territoire croate, mais du côté serbe, devront changer de pays. Et en fait, ça crée beaucoup plus de problèmes que ce que ça réglerait. Donc, ils n'ont pas d'intérêt aujourd'hui à régler cette problématique. Mais la frontière est très bizarre, hein. Elle fait vraiment des zigzags autour du Danube. Donc c'est vrai que je l'ai pas en tête comme ça, mais ça fait pas tellement de sens. Et ça fait aussi que les deux pays réagissent de manière différente. La Serbie est pas tellement agressive ou offensive, elle voit ça d'un point de vue plutôt positif, ça apporte du tourisme, ça apporte de l'intérêt pour la région, tandis que la Croatie est beaucoup plus agressive, arrête les gens qui souhaitent se rendre sur Liberland, parfois les mettent en prison, même au début ils étaient souvent amendés et ils devaient payer des cautions pour sortir de prison. C'est-à-dire qu'il y a des réactions très différentes. Pour l'instant c'est un pays un peu de pacotille en quelque sorte, au sens pays théorique. Voilà, c'est un pays assez théorique, c'est-à-dire que le président lui-même, le président autoproclamé, ne peut pas y mettre les pieds. Oui, il se fait souvent arrêter quand il y va, et puis c'est réellement une nation philosophique pour l'instant et une manière d'agréger des gens qui pensent que c'est important ou intéressant de créer une nation nouvelle qui s'intéresse à la liberté. Ils ont un slogan qui s'appelle Vivre et laisser vivre, donc c'est quand même relativement convaincant. Est-ce que c'est pas ça le principal objectif, finalement, le seul qui est réalisable, c'est justement de coaliser les gens autour d'une idée, mais à vrai dire, même s'ils arrivaient à prendre le territoire en question, c'est pas grand, il y a pas grand-chose, ça m'a l'air... C'est assez hostile en plus, c'est assez hostile, voilà, je veux dire, je pense pas qu'on puisse y faire grand-chose de prospère, c'est pas non, enfin, ce sera même pas de la dimension ou de la localisation de Singapour ou des endroits comme ça. Non, ça restera, je pense que la géographie de base restera anecdotique, mais ils sont en train de développer l'idée de créer une sorte de zone économique à côté, donc sur le territoire serbe, avec une sorte d'éco-village ou un éco-quartier libéral qui pourrait du coup attirer des gens normaux, entre guillemets, parce que les maisons seraient comme ailleurs, elles auraient une sécurité du droit, une sécurité juridique. C'est-à-dire que, de manière concrète, peut-être que sur le Liberland même, il n'y aura jamais un pays concret, mais autour de ça, ils ont réussi à fédérer des gens, et s'ils arrivent maintenant à mettre en place ces différentes maisons, une sorte d'éco-quartier, il y aura quand même une sorte de proximité avec l'île philosophique du pays de la liberté et juste à côté où on peut vivre. C'est-à-dire que cette possibilité est aussi intéressante pour la Serbie, tout simplement ça fait des investissements et aussi des gens qui ont plutôt de l'argent qui se déplacent jusque-là. Mais la première stratégie de Vít Jedlička, qui est donc le fondateur, c'est de se faire reconnaître par tous les autres pays. Il a fait un peu le tour du monde, il a discuté avec personne, mais de manière concrète, personne ne veut faire le premier pas. Donc certaines nations sont peut-être d'accord à reconnaître. Il paraît qu'il n'y a que le Somaliland qui lui-même n'est pas vraiment reconnu et qui n'est pas un exemple de modèle à suivre d'un point de vue institutionnel. Et c'est les seuls qui auraient le bilan est très maigre. Le bilan est très maigre et c'est un peu toute la difficulté, c'est qu'on ne veut pas soutenir en premier une micronation, tout simplement parce que après on a des problèmes avec toutes les autres nations qui nous le reprochent. Et surtout, la plupart des nations n'ont pas d'intérêt personnel à faire ce pas, de faire ce pas courageux, de dire une nouvelle nation émerge, on la reconnaît, parce qu'elles auraient des problèmes avec la Croatie et la Serbie après, ou parce qu'elles auraient des problèmes internes, avec des indépendants à l'interne qui souhaitent... Et donc c'est une difficulté qui se présente pas seulement pour Liberland, c'est présenté aussi pour des parties du monde comme le Kosovo. Le Kosovo a par exemple, je crois, historiquement fait face à l'opposition de l'Espagne et à la reconnaissance du Kosovo, parce qu'ils ont dit mais si on reconnaît le Kosovo, après les Catalans vont être reconnus, après les Basques, enfin... d'ailleurs ça n'a pas été reconnu par tout le monde, je crois, le Kosovo. Alors ils ont beaucoup plus de succès de se faire reconnaître comme nation de football que comme nation tout court. Mais c'est souvent ça d'ailleurs, il y a des tas de pays qui ont une équipe de foot sans avoir le pays, ou qui ont un drapeau, éventuellement un siège d'État observateur aux Nations Unies, etc. Ça commence souvent comme ça. Donc c'est un peu la stratégie aussi du Liberland, c'est de multiplier les choses factices pour ressembler à une nation. Donc ils ont créé un concours de Miss Liberland, par exemple, pour s'inscrire comme Miss Suisse ou Miss France. C'est facile en Europe de l'Est, tout de suite. En plus, ils avaient des candidats, mais donc le président, il est connu pour avoir une idée par jour, parfois pas toujours intelligente, mais donc c'est quelqu'un de très créatif et qui multiplie les initiatives pour faire reconnaître son pays. Mais jusqu'à présent, le bilan est relativement maigre et je dirais aussi que la dynamique s'est un peu essoufflée au sein du Liberland, tout simplement parce que les premiers acteurs se sont désintéressés avec le temps, parce qu'on a tous des choses à faire durant une vie, donc quand on se rend compte que ça progresse pas, c'est difficile. Notre temps de vie est limité, si on veut avoir une famille, mener une vie un peu normale, c'est difficile de sacrifier toute sa vie à un projet aussi beau. Surtout qu'on a l'impression qu'il progresse pas ou qu'il n'a pas un impact tout de suite. Donc c'est-à-dire que philosophiquement, il est très important parce qu'il permet de discuter de la thématique, est-ce qu'on doit créer des alternatives et comment le faire. Après, de manière concrète, pour l'instant, c'est pas le Liberland qui fera que les gens changeront et deviendront tous libéraux, je pense. Et le Free State Project, lui, il en est où? Alors, le Free State Project, c'est aussi un projet beaucoup plus pragmatique qui s'inscrit tout à fait dans les institutions en place. Donc, il n'y a pas de révolution dans le Free State Project, simplement de dire on rejoint tous le même État. Et tout au début, c'était basé sur des promesses de rejoindre l'État. Et
une fois qu'ils avaient assez de personnes qui ont fait la promesse, ils déclenchaient la deuxième étape. C'était à 15 000, non C'était 20 000 de tête. Ah oui, et ils ont atteint les 20 000. Et donc maintenant, ils sont théoriquement dans la deuxième phase où ils doivent rejoindre l'État. Mais évidemment, entre les 20 000 personnes qui ont signé en 20 ans, les 20 000 ne sont plus d'accord de partir. Et surtout qu'une fois que ça devient concret, on n'y va pas vraiment. Mais donc, ils ont atteint certaines victoires d'étape où une partie des libéraux sont déplacés dans des petits villages et ont réussi à obtenir des résultats. Il y a des contre-exemples très drôles. Un auteur américain a décrit l'histoire d'un petit village qui a été envahi de libéraux ou même de libertariens et dans lequel les choses se sont un peu mal passées. Donc c'était dans la même région, dans une région très boisée avec donc beaucoup de forêts. Et dans ces forêts, il y avait des ours. Et donc les libéraux, quand ils sont arrivés dans cette nouvelle petite ville, première chose qu'ils ont fait, c'est supprimer les rares présences de l'État qu'il y avait encore. Donc la présence de l'État, c'était une bibliothécaire et puis les pompiers professionnels. Donc c'est la première chose qu'ils ont supprimée quand ils étaient devenus majoritaires. Et donc forcément dans comment on veut que les gens se foutent pas de notre gueule après mais justement l'histoire est très drôle. C'est-à-dire que avoir une volonté de mettre en place un État libéral ne doit pas devenir caricatural si tout de suite ça se passe mal. Et donc là l'histoire est assez quasiment pathétique avec le temps parce qu'il y a des incendies qui se déclenchent et les pompiers qui sont pas professionnels les gèrent très mal, donc ça crée plein de problèmes. Ça veut pas dire que des pompiers doivent forcément être professionnels, mais si on gère mal la transition, ça peut mal se passer. Et surtout, les gens ne s'occupent plus de leurs poubelles, et vu que les ours aiment bien les aliments, c'est-à-dire qu'ils se rapprochaient de plus en plus des habitations, et que sur le long terme, il y a même des ours qui ont agressé des habitants. Donc c'est-à-dire que ce qu'on retient de cette aventure d'un village libertarien, c'est que des incendies se déclenchent et qu'on les règle plus tellement, et que les ours commencent à attaquer les êtres humains. C'est ça. Après, c'était un chercheur américain qui conçoit des poubelles anti-ours qui disait le problème c'est que il y a un considérable recoupement entre les humains les plus stupides et les ours les plus intelligents. Là il y a une zone où justement si on fait un truc où l'ours peut vraiment pas accéder, bah les gens un peu cons ils jettent à côté quoi. Donc, Oui, donc je pense que c'est assez enfin l'exemple je trouvais intéressant aussi pour être très modeste avec nous-mêmes, dire on essaie de développer une alternative mais il faut y aller pas par pas et forcément ça risque d'être loufoque en partie, ça risque d'être difficile. C'est pas parce que l'État fait mal quelque chose que la chose en question est automatiquement mieux faite par n'importe qui d'autre. Et ne pas perdre de vue aussi qu'il y a des tas de gens compétents et pas mal intentionnés et qui sont plus ou moins liés à l'appareil d'État parce que leur profession le veut. Et je veux dire, il y a des tas de gens brillants, je pense, dans des professions proches de l'armée, de la logistique, de l'ingénierie, etc. Qui n'ont pas forcément, qui ne lisent pas forcément leur vie en fonction de cette grille de lecture État ou pas État, mais qui quand même sont une sorte d'élite sans laquelle c'est très difficile de faire fonctionner les choses qui font fonctionner un pays moderne. Et c'est effectivement le cas. Ce qui est intéressant dans un petit village où ça se passe mal, c'est que les responsabilités des gens sont identifiées très concrètement et que les gens doivent changer de comportement, sinon ils continuent de se faire agresser par les ours. Et ce genre de sanctions n'existe pas vraiment dans un État démocratique très pléthorique avec l'État qui s'installe partout. C'est-à-dire que le sens de la responsabilité... Dans les micronations, effectivement, c'est que on voit tout de suite, les problèmes, on peut pas les transférer facilement sur les autres. Exactement, on peut pas payer pour réformer, on peut pas cacher les choses en disant tout simplement les citoyens doivent rester ici et sont coincés dans notre région géographique. D'accord. À ton avis, quelles sont les principales idées reçues et fausses sur les utopies libertariennes, maintenant que tu as pu les étudier de plus près dans le cadre de cet ouvrage? Quels sont les clichés qu'on en a et qui sont faux? Alors, il y a certains clichés qui sont vrais, c'est que, en prenant d'abord ceux qui sont vrais, ensuite on s'intéressera à ceux qui sont faux, c'est que souvent c'est des personnalités un peu excentriques, mais c'est un peu la nature de la chose. Si on décide de créer un nouveau pays, il faut une certaine personnalité différente. Et également ce qui est faux, je pense, c'est qu'on a l'impression souvent qu'elles sont très théoriques et qu'elles n'ont pas du tout d'application pratique, alors qu'en réalité elles s'imprègnent beaucoup plus du réel que beaucoup d'États en place qui sont en total décalage avec ce que vivent les citoyens. Donc, c'est-à-dire que cet aspect utopique ne se confirme pas dans la réalité. Donc il y a beaucoup de micronations qui partent d'un problème réel de la population. Donc typiquement la micronation en Australie, elle part du problème d'un fermier qui n'a pas envie de payer les impôts ou d'être limité dans sa capacité de produire. Et donc lui, il part de la réalité, ensuite il crée une utopie. Le modèle est utopique tout simplement parce que la réalité lui permet pas de faire correspondre la réalité à ce qu'il vit. Donc c'est-à-dire qu'il y a à mon avis une grande volonté de correspondre à ce que veulent les citoyens et aussi d'essayer de répondre à des aspirations réelles. Donc ça je pense que l'aspect utopique peut être nuancé sur ce plan-là. Et également, ce que j'identifie moi, c'est qu'au début j'avais l'impression un peu fausse, et je pense qu'elle est générale, c'est que c'est pas pour demain ces utopies, qu'elles seront pas appliquées dans 10 ou 15 ans. Alors
que j'ai l'impression que le rythme technologique fera que dans 5, 10 ou 15 ans, ce sera réellement applicable et que beaucoup de villes sur l'océan, par exemple, seront tout à fait pérennes et faisables. Il faut simplement un peu un point de basculement où ça devient attractif pour des citoyens lambda et pas seulement des libéraux déjà convaincus. Et la mise en place d'une ville privée libre, par exemple au Honduras, c'est quelque chose qui peut très vite avoir un impact sur l'ensemble du continent, être repris par tous les gouvernements qui se rendent compte que c'est une manière efficace d'attirer des capitaux étrangers en ayant une garantie du droit, tout en réglant une partie des problèmes internes. C'est-à-dire que le rythme de la mise en place de ces alternatives, moi au début je le jugeais plutôt sur le long terme, et en réalité il s'avère que ça peut être très facilement et très rapidement mis en place. D'accord. Ce que tu nous as décrit jusque-là, ce sont plutôt donc des alternatives qu'on construit à côté des États, pas nécessairement en opposition avec eux. Enfin, si, en opposition du point de vue des idées, mais pas en allant attaquer un État. Est-ce que ça te semble aussi intéressant comme stratégie de saper les fondations des États, que ce soit les saper culturellement ou les saper économiquement, en disant bon bah je fais la grève des impôts ou justement je quitte la zone monétaire de mon État et je vis en autonomie à ce niveau-là, ce qui revient finalement à assécher l'État de ses ressources. Est-ce que ce sont deux choses qu'on peut appliquer en association l'une avec l'autre, ou est-ce que ça te semble dangereux de vouloir saper les États ? Il y a différentes approches théoriques. Gaspard Koenig, il explique par exemple que la bureaucratie est tellement avancée dans les démocraties occidentales qu'on peut plus les sauver et qu'elles vont simplement mourir avec le temps. Et qu'un jour, il y aura une sorte de tipping point où la population va refuser le modèle et le changer. Donc soit on peut attendre... Je suis assez d'accord avec cette idée. Soit on peut attendre en se retirant et en attendant un peu le grand soir, mais comme dans toutes les révolutions, il y a des gens qui sont convaincus. C'est comme les anticapitalistes. Certains sont convaincus que le capitalisme va tomber et d'autres ont un doute, donc ils veulent le casser. Donc là, c'est un peu la même chose avec les démocraties occidentales. C'est que soit on attend parce qu'on est convaincu sur le plan moral et théorique que le modèle n'a pas d'avenir, ce qui est mon cas. Et à mon avis, on peut y contribuer en refusant de jouer le jeu. Déjà, tout simplement en refusant de jouer le jeu, en votant tous les 5 ans pour la présidentielle en France. On juge que c'est une manière de choisir des dirigeants qui est puérile, qui encourage des passions tristes au sein de la population et qui même structure notre manière de penser de manière trop centralisée. Donc, c'est-à-dire que moi, très concrètement, je ne participerai pas à la vie démocratique en France, simplement parce que je juge pas que c'est une démocratie. Parce que la population a le droit de donner tous les 5 ans l'avis sur le régnant qu'ils souhaitent, et ensuite, pendant 5 ans, on applique ce qu'une majorité très relative du moment s'est donné dans les urnes. C'était Lysander Spooner, je crois, qui disait ce n'est pas parce qu'un esclave peut se choisir un nouveau maître toutes les X années qu'il n'en reste pas moins un esclave. Exactement, et c'est un peu ça. Donc moi j'ai l'impression que si on ne participe au moins plus activement au modèle en place qu'on juge moralement douteux, il perdra de plus en plus aussi au sein de la population la légitimité, parce que tant qu'il y a des taux de participation énormes, tout le monde a l'impression que, bon, certes, j'ai des critiques personnelles contre le modèle, mais la plupart le trouvent encore intéressant, donc leur critique et même leur réflexion personnelle va être moins approfondie si elle a l'impression que tout roule et que c'est elle qui tout seul se pose des questions. Politiquement, tu es plus pour l'abstention. Oui, alors très très longtemps, j'ai toujours voté, je me suis même impliqué en politique, mais de plus en plus, en fait, j'ai beaucoup de peine face à moi-même de mettre un avis sur un bulletin de vote, parce que j'ai l'impression de forcer la minorité, de leur tordre le bras, alors que j'ai pas de légitimité. Alors moi, avant, justement, j'étais plutôt du genre à être abstentionniste, puis ensuite, à un moment, je me suis mis à voter en disant... j'ai pas à me sentir lié par le résultat du vote. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai voté et que mon candidat a perdu que pour autant je vais plus obéir à celui qui est en place. Ce qui est, ce qui peut se défendre d'un point de vue théorique en disant voilà, c'est pas parce que un tel a été élu qu'il a plus le droit de violer mes droits naturels. Et en même temps, si je gagnais à ce qu'un tel soit élu et mettre en place un meilleur respect de mes droits naturels, bon bah à la limite c'était du bonus, c'est tant mieux, mais voilà, je me sentais pas parce que j'ai participé au jeu que je me sens lié par le résultat du jeu, en quelque sorte. Oui, alors c'est cynique, mais moi je dirais que ça légitime quand même sur le long terme, et ça déplace le moment où le modèle chutera. Mais je dirais que la principale priorité de tout le monde, c'est surtout de se débarrasser de cet état d'esprit majoritaire et de toujours réfléchir à est-ce qu'une majorité pense comme moi, ou est-ce que je m'inscris dans la manière normale de vivre, etc. Donc de se concentrer sur ce qui fait les individus et ce qui fait qu'on est personnellement différent et ce qui fait aussi qu'on peut être utile pour les autres. Donc c'est prêcher par l'exemple finalement, c'est qu'est-ce que moi je fais qui peut être inspirant pour d'autres. Exactement, et donc de plus se focaliser sur la polémique du moment ou sur l'actualité, tout simplement de suivre les choses avec un peu de distance, de plutôt prendre les thématiques de long terme et d'essayer de comprendre comment la vie en commun marche et comment est-ce que notre révolution intérieure peut commencer avec une volonté de désir d'avoir plus de liberté. Mais donc, je dirais que si on peut se désintoxiquer du focus sur l'actualité, également de sorte de passion pour des actualités politiques, que ce soit des élections ou ce qui est souvent déprimant d'ailleurs.
Je pense que, à mon avis, tu vis mieux depuis que tu prends du recul sur l'actualité immédiate, non? Je pense. En fait, je trouve réellement, quand on est trop focalisé sur la dernière polémique ou sur la volonté de réagir ou d'avoir un avis sur tout, avec le temps, on devient bête. Genre réellement, parce qu'on a plus le temps ou aigri aussi. Souvent les deux peut-être même, mais surtout on n'a plus de nuances et de capacité de comprendre la complexité, parce que quand on veut avoir un avis sur tout, tout simplement on réduit toujours les thématiques et les problématiques et des choses très élémentaires, et ça fait que quand on sort de ce focus sur l'actualité et quand on se dit en fait la polémique du moment dans 3 mois elle n'existera plus, donc pourquoi est-ce que je suis pas obligé d'avoir un avis sur tout, parce que c'est vrai il y a des trucs où parfois on se dit mais j'avoue que si je devais décider de tout, avoir un avis sur tout, ce serait très difficile et on peut vite se sentir envahi, alors qu'en réalité c'est pas toujours, c'est pas comme ça que ça se passe en général dans une société. Très clairement, et je pense que la meilleure stratégie du coup pour chacun, c'est de créer une sorte de chemin personnel dans lequel on est très compétent sur des thématiques et on est utile au reste de la société, et c'est simplement avec des citoyens qui sont indépendants finalement de l'État ou de la nation dans laquelle ils vivent, si eux-mêmes ont des qualités qui survivront à la disparition de l'État comme il est actuellement, qu'on arrivera à atteindre des sociétés plus libres, tout simplement parce que si on est formaté et qu'on se ressemble tous, il n'y a pas tellement de raison de développer un modèle alternatif qui est plus libre, parce que la liberté des individus ne leur apportera rien. Oui, ça c'est une vraie intuition hayekienne pour le coup, ou kirchnerienne, c'est le fait que c'est aussi grâce à la concurrence entre différentes manières de faire, différentes manières de vivre, etc., qu'on peut laisser émerger de nouvelles idées qui n'existeraient pas si on décidait à l'avance que pour être libre et libéral, il faut vivre de telle manière ou telle manière. Et c'était très intéressant, par exemple pendant la période du Covid, en Suisse, ça a été géré de manière relativement plus décentralisé, donc les cantons pouvaient par phase réagir différemment. Et donc on voyait de manière passionnante la France qui réagissait de manière centralisée, qui imposait un modèle à l'ensemble du pays, tandis qu'en Suisse, en fonction de la région linguistique ou des infections dans certaines parties du pays, on réagissait différemment, on avait des stratégies de tests différentes, des stratégies de vaccination différentes, et donc de manière très concrète, certains cantons étaient bons et d'autres étaient mauvais. Et ça fait que les cantons mauvais devaient s'expliquer pourquoi ils étaient mauvais, et ont dû rapidement rattraper leur retard. Tandis que quand on a un modèle centralisé qui impose la même chose à tout le monde, on n'est jamais face à ses propres limites et on n'est pas sanctionné parce qu'on est mauvais, simplement c'est l'alternative. Oui, on ne sait pas ce qui aurait pu être fait à côté. Et surtout, on ne peut pas apprendre de gens qui ont pensé différemment. Au début, on se moquait par exemple d'un canton en Suisse qui avait une stratégie de test qui paraissait un peu loufoque, et au final, il s'est avéré que c'était la plus pertinente. Et ça fait que si on avait simplement une décision centrale, aucun expert ou aucun technocrate aurait dit c'est la bonne solution, mais vu qu'on l'a testé et que ça marchait sur le terrain, on a pu l'imposer, enfin pas l'imposer, mais on a pu s'en inspirer dans le reste du pays. En tout cas. Et donc, disons que cette idée de laboratoire des différentes institutions au sein d'une nation est très pertinent dans des cas très concrets comme le Covid. Ça fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont morts dans ce canton que dans d'autres, par exemple, si on est très objectif. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même important que des institutions puissent fonctionner. Et dans ce cadre-là, l'émergence des idées et leur concurrence fait que sur très long terme, les institutions correspondront aussi plus à ce que souhaitent les citoyens réellement dans leur vie au quotidien. Une toute dernière question. Le grand absent, je trouve, de ce livre, c'est Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors évidemment, je suis biaisé parce que c'est une thématique qui m'intéresse à titre personnel, mais il me semble qu'en tout cas, c'est une forme de sécession aussi, le fait de dire, voilà, je crée mon propre système économique, éventuellement mon propre système de contrat, parce que j'ai ma propre souveraineté monétaire. Alors bien sûr, c'est limité par l'articulation avec le monde réel et comment je fais pour payer mon loyer, etc. Mais il y a quand même des projets un peu utopiques en la matière. Et est-ce que c'était délibéré de ne pas l'avoir abordé dans le livre ? Alors le Bitcoin est une très bonne inspiration parce que pendant, 30, 40, 50 ans, les libéraux ont critiqué le système monétaire en place, mais la critique est très théorique, tandis que le Bitcoin, c'est une explication, c'est une réelle alternative et tout le monde peut voir de manière concrète pourquoi est-ce que le système en place n'est pas efficace et dangereux et pourquoi une alternative était nécessaire et pourquoi est-ce que le fait de faire confiance plutôt à une technologie qu'à des êtres humains peut être intéressant sur le plan de la monnaie. C'est-à-dire que la révolution culturelle qui a créé le Bitcoin était 10 000 fois plus conséquente et 10 000 fois plus impactante que toutes les théories libérales écrites dans des livres depuis 30 ou 40 ans. Mais elle s'en est peut-être inspirée. Enfin, on sait même qu'elle s'en est inspirée en partie. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. C'est pas sorti de nulle part non plus. Bien sûr, mais c'est-à-dire que l'exemple du Bitcoin, il faudrait une sorte d'équivalent du Bitcoin pour une alternative aux États modernes. Le jour où on a une alternative aux États modernes qui est autant convaincante que le Bitcoin, le reste du monde va se poser la question: pourquoi est-ce que j'ai grandi dans une institution que j'ai pas pu remettre en question, que je trouve pas adéquate, mais que j'arrive pas à changer? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et est-ce que, sur le plan moral, est-ce qu'elles sont justifiées? Et comme avec le Bitcoin, on se rend compte que le système financier ou même monétaire actuel a pas vraiment de base morale convaincante et qu'elle profite sans doute à une partie aux gens, qu'elle permet aussi au système monétaire en place de s'auto-justifier, mais que en réalité c'est quand même relativement corrompu, c'est quand même relativement peu efficace pour l'ensemble de la population, et que l'alternative est très convaincante sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique. Donc c'est-à-dire que le Bitcoin est un peu, il faut l'équivalent d'une révolution culturelle du Bitcoin. Pour l'instant, tout le monde n'a pas l'air de trouver ça totalement convaincant, mais
on en reparlera dans quelques Alors ça, années. C'est la fameuse pensée majoritaire. C'est pas parce que la majorité n'est pas convaincue, mais une minorité, une minorité qualifiée est déjà convaincue. Ce qui est intéressant, c'est que, cela dit, autant on n'est pas libre forcément de quitter les monnaies étatiques, etc. Mais on est relativement en capacité, si on le souhaite, d'aller organiser son épargne, sa vie autour des crypto-monnaies. Et pourtant, pour des tas de raisons, c'est pas forcément rationnel, très faisable et très prudent de le faire à l'heure actuelle. Donc, on pourrait dire ça. Moi, je pense que avec l'inflation qui va continuer, on verra dans les années qui viennent, probablement que on aura une réponse rapidement à cette question. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien dans Bitcoin, c'est que ça reprend un peu les deux versants du combat dont je te parlais tout à l'heure, qui était à la fois de montrer une alternative et de dire voilà, je veux pas juste détruire, mais je veux construire. Avec une monnaie saine qui me semble, comme tu dis, moralement, économiquement, être vraiment correspondre à la meilleure manière pour les êtres humains de prospérer humainement, économiquement. Mais dans le même temps, ça a la grande vertu d'assécher l'État, parce que si ça assèche les ressources fiscales, ou en tout cas que ça redonne une liberté fiscale dans les faits, ça peut aussi contribuer, pour le meilleur et pour le pire, à la chute des États en place, quoi. Donc, et surtout, ça leur met une pression, hein, tout simplement, parce que tant que le Bitcoin n'était pas présent, l'existence met déjà voilà. Mais si en plus ça commence à être adopté massivement, au détriment des monnaies classiques, voilà, l'État est privé de son fluide vital. Donc, absolument. Et donc ça veut dire que de manière concrète, quand on offre une alternative crédible, ça change les mentalités, et à la fin, ça changera les institutions, et tout à la fin, ça changera les politiques de manière automatique. Et donc, alors pourquoi ne pas avoir inclus Bitcoin dans ces projets-là ? Parce que Bitcoin, c'est une révolution monétaire, et c'était pas une micronation en tant que telle, mais différentes micronations où Liberland peut payer, on peut devenir citoyen en payant en Bitcoin, par exemple. Et on aurait pu inclure un épisode. Il y a, je me souviens plus du nom maintenant, mais quelqu'un qui avait fait fortune grâce au Bitcoin, qui a acheté un bateau et qui souhaitait faire une micronation sur son bateau, et que ce bateau devienne la partie mobile de sa micronation, et ça a fait faillite très rapidement. Beaucoup de gens se sont impliqués financièrement dans l'aventure, et ça a pas bien marché. Mais il y avait déjà assez d'épisodes dans le livre, donc on l'a pas évoqué. Oui, c'est ça, c'est qu'après, comme il y a déjà beaucoup d'épisodes, j'imagine que ça pourra apparaître peut-être dans un volume 2 ou quelque chose comme ça. Mais il me semble qu'il y a des projets de communauté Bitcoin, les Bitcoin Beach ou les trucs comme ça, qui se mettent en place ici ou là dans le monde. Il y a des gens qui vont au Salvador pour voir un peu comment ça se passe maintenant que Bitcoin a été adopté. Ça se passe pas très bien d'ailleurs. Mais au Liberland, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de cette mouvance-là, qui sont arrivés par le Bitcoin au Liberland et qui ont trouvé ça pertinent, et du coup se sont intéressés au Liberland, qui était à leur avis une des façons d'arriver à faire à propager le Bitcoin dans le reste du monde, au travers de l'exemple d'une nation qui était libérale. Donc c'est-à-dire que le Bitcoin est souvent très lié aux différentes alternatives qui existent. En Suisse, on peut payer, dans certains cantons, on peut payer ses impôts en Bitcoin. C'est-à-dire que toutes les nations qui s'intéressent à la liberté et qui sont un peu plus respectueuses que les autres des libertés sont souvent très ouvertes également. Donc c'est quand même une piste sérieuse dans la perspective globale de la promotion des idées libérales. En termes de révolution culturelle, je pense que le Bitcoin a été beaucoup plus décisif que beaucoup de militants libéraux pendant 20 ou 30 ans. Mais de la même façon qu'un roman comme La Grève de Ayn Rand a eu beaucoup plus d'impact que n'importe quelle théorie répétée à foison sur un réseau social ou même au sein de sa famille, tout simplement parce que la culture change la manière de penser, la manière de voir les institutions. Ça nous touche différemment, quoi. Ça nous touche du point de vue émotionnel, symbolique, etc. Alors que les théories c'est beaucoup plus de difficile, Nozick ou de Hayek, c'est intéressant. Moi ça me passionne, mais voilà, c'est pas la porte d'entrée est plus difficile. Donc c'est à dire que toutes ces initiatives culturelles qui permettent de faire évoluer le statu quo mental de la population est hyper importante, et c'est pour ça qu'il faudrait de manière claire et relativement rapide une sorte de nation qui incarne la liberté. Mais si on le prend de manière très modeste, la Suisse par exemple, en étant à côté de la France ou de l'Allemagne, inspire aussi la France et l'Allemagne en expliquant qu'une alternative est possible. Suisse, et beaucoup de Français viennent étudier en Suisse ou viennent habiter en Suisse, et ça met une pression très indirecte, très faible pour l'instant, mais quand même sur l'idée qu'une alternative existe et qu'il y a des manières différentes de vivre en commun qui semblent produire des résultats qui sont quand même relativement intéressants et surtout plus convaincants que les nôtres. Donc c'est-à-dire que la Suisse ou le Liechtenstein peuvent incarner une sorte de début d'alternative, même si c'est des États très traditionnels, et qu'il faut aller dans cette direction-là. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup Nicolas Yotzet pour ta participation à notre podcast. Donc les auditeurs peuvent te retrouver dans Liberté, et je mettrai comme d'habitude tous les liens en description, ainsi que le lien de l'ouvrage Passeport pour la liberté. Écoute, je te souhaite très bonne continuation dans toutes ces initiatives nombreuses qui manqueront pas de t'occuper, et à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très intéressant. Bonne continuation. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Et de fait, c'est tout pour cette année 2022. J'en profite pour vous remercier pour votre fidélité. J'ai beaucoup apprécié de faire tous ces épisodes. De recevoir tous ces gens et je suis ravi de voir qu'il y a un public qui nous suit assez fidèlement. On est autour de 50 000 écoutes cumulées, donc c'est vraiment très encourageant. Donc merci à vous qui écoutez, merci à ceux qui partagent et merci à ceux qui s'abonnent au flux RSS pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. Pour l'année 2023, on va continuer sur le même type de format. On vous a déjà préparé quelques épisodes et on va faire le mieux possible pour en sortir plus régulièrement et peut-être plus souvent. Pour ce numéro, comme pour tous les autres, vous retrouverez des liens en description qui sont soit suggérés par moi-même ou fournis par mes invités et qui vous permettent d'explorer un peu mieux les thèmes abordés, en tout cas de retrouver les références que vous n'avez pas forcément notées au passage au moment de l'écoute. N'hésitez pas à me suivre moi-même sur Twitter ou sur LinkedIn, là encore je vous mets les liens en description. Et bien sûr suivez aussi les comptes de Contrepoint sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube. Toujours pareil, lien en description. Et je le rappelle une dernière fois, au risque d'être lourd, mais c'est important, si vous voulez soutenir l'émission encore plus qu'en l'écoutant, rendez-vous sur contrepoint avec un s.org. Et à droite du bandeau rouge en haut de l'écran, vous avez un onglet Faire un don. Tous les moyens de paiement sont acceptés et les dons sont déductibles de vos impôts. Merci à tous, c'est vraiment grâce à vous qu'on peut produire ce contenu qui nous semble plus que jamais important dans une situation de quasi-faillite du pays. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve avec grand plaisir en 2023. À bientôt!